Coucou les amis, vous allez bien? Alors, on vous a là, sous les yeux. Flamme, flamme, flamme. On est installé, ça va? Ouais, j'ai le track, Marine. Mets bien ton micro ici. Ok. Donc, c'est une première. Bonsoir, Ishnak. C'est une première pour toi sur Bonsoir, Twitch. Quand vous arrivez, comme ça, je vois où vous êtes. Bah voilà, regarde. Merci. Ils sont très polis. Mais non, on est gentils, tu vois. Tout le monde est adorable ici. C'est ta première sur Twitch? Bah oui, à part la mini vidéo où tu m'avais Oui, c'est vrai. pour parler de l'article sur Jacqueline Sauvage. Tu peux te détendre, ici on est très à l'aise, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Par contre, il faut vraiment mettre ton micro sous ta bouche, oui, voilà. Sinon ça va être très long. Alors les amis, donc je vous ai préparé, ouais moi je m'installe vraiment. Alors déjà première chose, c'est sans alcool, je tiens à le dire. Je tiens mon Dry January, qu'ils suivent avec beaucoup d'assiduité. Oui mon cœur, ça y est, t'as capté qu'on était en live, t'arrives direct? Bah oui hein. Ma petite star. Bah, elle est hors écran. Ah si, elle est passée, vous l'avez vue là sur le coin. On est gentil, mais on est vieille vieux, alors faut parler fort. Vous me dites, d'ailleurs, le son est bon là ou pas, les amis? Vas-y, parle un peu dans ton micro, on fait les tests. Ça aussi, c'est très Twitch. Ok, d'accord, donc je parle. Vous entendez bien ou pas? Il y a Et personne qui répond, donc je pense que attends, ça s'entend il y a quand même un tout petit peu de délai. Mais a priori, le son est impec, mais Lorraine est un peu basse. Tu montes ton micro, Marine. Bah, parle dedans déjà. Ah, pardon. Voilà, je te mets au max. Beaucoup moins fort que Marinette. Mais oui, mais Marinette, elle parle dans son Ah, micro. il y a Moonchild qui dit que lui, il entend bien perso. Là, je pense qu'on est bon. Là, vous m'entendez comme Marinette? Mais moi, je colle ma bouche, tu vois, faut vraiment coller ta bouche comme ça, quoi. Ok, Vraiment je vais comme coller ça, ma bouche. Là, c'est nickel. Et bah, c'est super. Ok, parfait. Bon, les amis, merci beaucoup d'être là ce soir. On va passer un petit moment. C'est toi, merci Lorraine d'avoir accepté d'inaugurer ce nouveau format. Bah, avec D'avoir plaisir. accepté d'inaugurer les Begin. Mhm. T'as une super actualité, vous le savez, parce que ça fait quand même 2 semaines que je vous en parle. Lorraine a sorti un livre, Les Absentes, sur les féminicides. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont acheté et qui l'ont lu, donc c'est trop chouette, vous allez pouvoir poser vos questions. Les autres aussi, vous Merci pouvez Marine, poser vos surtout questions. d'avoir dédié ton mois à ce livre. On va passer plus sérieusement rapidement, mais quand même merci, ça m'a fait trop plaisir. Bah, je t'en prie, ça me fait plaisir. Il faut savoir que Lorraine et moi, on fait partie d'un collectif commun qui s'appelle Les Journalopes. Et on partage un bureau, Et on partage même un si bureau. parfois tu l'oublies. Ces derniers temps, j'ai beaucoup monté et c'est plus pratique d'être chez moi sur ce gros Oui. ordinateur. Voilà. Mais oui, bah, je l'oublie pas pour payer le loyer. Hein. On a eu un teasing intense. Oui, Bah, voilà, ça fait bien plaisir. résumé. La semaine dernière, on a préparé un petit peu tout ça en lisant des articles ensemble. J'ai bien noté les questions que vous aviez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à interagir comme d'hab. On a même fait des devoirs pour ce soir. Attention. Moi, une fois, je leur ai dit en rigolant, il faut acheter le livre et le lire pour faire Mais vos merci devoirs. beaucoup. Et hein, vous l'avez franchement. fait, quoi. Merci, c'est Ça, trop cool. génial. Bon, le problème, c'est que maintenant, j'en invite. J'espère toutes les que 2 ça semaines, vous a donc, plu aussi. Enfin, ou intéressé plutôt la lecture. Non, mais c'est aussi très fluide à lire. Le livre est lu. Merci beaucoup. Chant de rime. Impeccable. Donc moi, j'ai toute une liste de questions et j'ai noté les vôtres, mais évidemment, n'hésitez pas à intervenir, vous interagissez quand vous voulez. Vous connaissez le principe. Littéralement, on vous a sur grand écran sur ce petit ordi. Bonsoir, j'ai raté beaucoup. Pas du tout choquant, on commence. Non, on fait que commencer. Voilà, donc comme vous connaissez, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est une conversation entre vous et moi. On s'est dit qu'on essayait de s'arrêter 22h30. Oui, t'as raté les tests de son, c'est ça. T'as raté ça. Donc tu vois, ça va quoi. C'est comme parfois mes débuts de stream. T'as vu ton petit chat, il est trop mignon. Ah, Il devrait non, être mais elle est dans pas dans le l'écran. cadre. Oui, mais elle nous Mais surveille. elle nous regarde. Et oui, bah, Il y a je un sais. arbre en fait à chat, vous l'avez pas vu, et donc Ah, mais- le chat est caché dans l'une des branches. Lol s'arrête à 22h30, qu'elle est naïve. On s'est dit ça en tout cas, d'accord? J'habite pas dans le quartier, donc C'est ce qu'on s'est dit, les amis, et on fait bien ce qu'on veut. Mais bon, voilà, bah, ça dépendra un peu de vous. Allez, on y va. Mince, le meilleur. Les tests de son, putain, c'est ce que je préfère. On y va? ouais. Bon,
Lorraine, si tu devais, première question un peu vaste, te présenter. Alors là, j'y vais très largement, mais dis, Ok. on la connaît, hein. Bah non, mais en vrai, la vérité, c'est que je sais jamais me présenter. C'est un problème dans la vie, donc c'est la question que je déteste. Oui, je sais, mais moi, ça m'amuse parce qu'il y a un truc que tu mentionnes toujours. À chaque fois que je Ah t'ai ouais, vu c'est te quoi présenter, bah, je vais voir si tu le fais. Que je suis journaliste. Non, mais oui, ça. Mais un autre truc qui est. Non, mais en gros, en général, la troisième chose que tu dis, après avoir dit je m'appelle Lorraine, je viens du Sud-Ouest, c'est j'ai des chiens. Mais oui, t'as trop raison, mais j'aurais pas prévu de le dire dans cet entretien pour Twitch. Bah écoute, voilà. Bah, Oui. En fait, c'est pour ça que ça m'amuse de. J'ai juste 2 dire- chiens, c'est des petits fox, si vous connaissez. Et voilà, c'est des super partenaires d'écriture d'avoir des chiens. Après avoir dit que je finissais ce live à 22h30, les gens vont se demander Mais qui c'est c'est. pour ça. Mais c'est pour ça que ce qui m'amuse, c'est de savoir comment tu te présenterais, quoi. Bon, alors au-delà des chiens, maintenant qu'on sait Ah ça. non, mais moi je fais une présentation Bah, vas-y. professionnelle. Bah vas-y, professionnel. Bah, c'est- donc on est- je suis journaliste. Les animaux, tu vois, de toute façon, Ishnak dit c'est obligatoire sur Twitch, les animaux. Bah, de j'aurais bien compagnie. aimé l'amener ce soir, mais je me suis dit qu'avec les chats, ça allait pas trop. Ouais, là pour le coup. Ça aurait été Et incontrôlable. bah, donc je suis journaliste, je travaille sur les sans transition. Plutôt les violences faites, misogynes, et je suis l'autrice de ce livre, Nos absentes, ce pourquoi on est ici ce soir. Voilà. Je propose qu'on refasse un petit peu ta carrière, ton parcours dans l'ordre chronologique, parce que c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On est parti comme ça. Tout le monde a tenu à faire chronologiquement. Moi, ma première question, qui est à moi, c'est donc, t'es journaliste. Est-ce que t'as toujours voulu l'être? Non. Comment t'es J'adore. Comment t'es arrivée à être journaliste? Comment c'est Ah ouais, waouh, mais mon Dieu, mais on va raconter toute ma vie sur ce Twitch. Bah non, je vais pas poser de questions près. Ok, donc du coup, je regarde pas vraiment Twitch à part les Twitch de Marine, et c'est Marine qui m'a fait découvrir cette application. Donc, et là, je me retrouve avec Marine en plus après. Bon. Donc non, j'ai pas du tout voulu toujours être journaliste, mais en fait, j'ai eu la chance de faire un institut d'études politiques, Sciences Po Bordeaux, et au moment du choix des masters, tout m'avait l'air un peu chiant à l'époque, et en fait, je venais de faire mon Erasmus en Roumanie, et du coup, je voulais continuer à voyager. Et du coup, tu t'es dit pour voyager, faut être journaliste. Ouais, un peu, je me suis dit ça, ouais. Ah, c'est marrant, ça t'est venu sur le tard, du coup, en fait. Oui. C'est pas une vocation d'enfant. Non, mais en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais petite. Hein. Enfin, non, j'ai jamais eu de rêve, non. D'accord. Là, c'est une question qu'une personne du chat, je suis désolée, j'ai pas noté, un Erasmus en Roumanie, tu as étudié quoi? Attendez, ça va venir dans le déroulé. Ah ok, d'accord. Il y a juste une question, bah là ça va venir plus ou moins maintenant, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la manière dont cette personne a formulé sa question. Mhm. Elle a demandé d'où parle-t-elle? Je ne la connais pas du tout, à part qu'elle est blanche et femme. Et ils ont aussi demandé Putain, mais son vous niveau êtes d'études, trop son parcours, dur avec etc. vos questions là, fin. Waouh, bah donc ouais, j'ai fait Bordeaux pas mal. RPZ. Voilà, Pluton, la planète. Bon, bah alors, pardon. Alors attendez, bah non, oui, j'ai fait des études de sciences politiques, et après j'ai fait une école de journalisme qui s'appelle le CFJ à Paris. Qui, pour information, est l'une des plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse. En termes de prestige, je sais pas, mais par contre, elle a été créée, elle a une histoire hyper intéressante. Elle a été créée dans le contexte de la Libération pour participer à la reconstruction du paysage de la presse française. Et voilà. Mais donc, c'est une école sur concours. Genre, t'as fait un master de Sciences Po et tu t'es... Ouais. Non. Après un master, t'es rentrée à l'école? Non, en fait, en 4e année à Sciences Po Bordeaux, quand j'ai choisi de faire les masters, en fait, mon master, c'était principalement de me préparer aux écoles de journalisme. Et à l'époque, il y avait un prof super à Sciences Po qui nous coachait, et on était un petit groupe de filles, à part un garçon, Arnaud. On était 5, il y avait quasiment personne dans ma promo qui voulait devenir journaliste, et on s'entraînait, et c'était l'année des révolutions arabes, et en fait on faisait des fiches d'actualité, parce que l'un des concours c'était de connaître toute l'actualité.
Et on lisait Le Monde à tour de rôle de A à Z tous les jours pour connaître par cœur toute la... C'est un truc de fou, hein, sérieux, de préparer ce concours. Je sais, je les ai passés aussi, mais moi je faisais pas ça. Ouais, bah nous on était quand même glandé, 5 ou 6 et on s'était énormément entraidés et voilà, du coup j'avais beaucoup travaillé cette année et beaucoup lu, j'ai jamais autant lu Le Monde que l'année pour préparer mes concours. Et j'ai un pote, je me souviendrai toujours parce que maintenant c'est toujours un ami 10 ans après, on était dans la même promo d'école de journalisme et on est assez proches alphabétiquement et en fait on a passé les oraux l'un après l'autre, mais moi je le savais pas et je l'ai passé avant lui. Et apparemment, je suis sortie de l'oral, c'était mon dernier oral. J'ai jeté le journal et j'ai dit je lis plus jamais un journal alors que je rentrais en école de journalisme quoi. Et je sais pas, il m'a dit ça l'année suivante quand on était dans la même école en me disant je me souviens t'es sortie, t'étais en mode j'en ai marre, je lis plus jamais le journal. Après un an de prépa quoi. Ce concours, faut avoir un TDAH et hyper focus sur les infos pour réussir. Bah moi, pour être honnête, est-ce qu'on peut apprécier le pantalon? Oui, merci beaucoup. J'adore le pantalon de Marinette. En vrai, moi, je suis pas bonne en par cœur et je l'ai jamais fait quoi. Je l'ai jamais fait et je m'en suis quand même sortie. Mais c'est sûr que c'est pas idéal. Idéalement, vaut mieux avoir vraiment bien bachoté l'actu. J'étais au courant des gros trucs, hein, bien sûr, mais ok. Donc ton niveau d'études, ton parcours. T'es rentrée au CFJ et alors après ton début de carrière, moi je sais que t'as notamment fondé un média. Et oui, j'ai toujours fait partie de collectifs en tant que journaliste, mais de 2 collectifs. Le premier c'était le 4 heures avec des camarades de promo et d'ailleurs la première enquête que j'ai faite sur des féminicides, je l'avais faite pour le 4 heures à la base. Ça me permettait de pas trop m'embêter sur les négociations avec les rédactions, etc. Ouais. À l'époque, c'était en 2017, ça intéressait pas trop, enfin 2016-2017, ça intéressait pas trop les journaux. Et après, j'ai intégré les Journalop en 2018, quelque chose comme ça, non ? Ouais, peut-être même 17, hein, je sais plus. Et le 4 heures, c'était quoi ? Parce qu'en gros, tu l'as pas expliqué. Ouais, en fait, c'était un média à l'époque où on faisait des grands reportages en ligne avec une narration multimédia où on mélangeait du texte, de la photo, de la vidéo. Aujourd'hui, c'est assez fréquent sur Internet, mais à l'époque, ça n'existait pas parce que c'était vraiment l'ère des sites d'infos en continu. Et on était passionnés par les webdocs, nous, les journalistes. Ouais, c'était un peu dans la même époque, mais le cœur de la narration, ça restait le texte, c'était un peu le journalisme narratif. Bon, on était plus jeunes en termes d'écriture aussi. C'est trop bizarre de parler, de pas avoir de rendu, tu sais, comme quand t'es à la radio. Ouais. Ah ouais, parfois on le fait, mais moi je le fais pas. On sait pas combien il y a de personnes qui regardent. Bah, on pourrait le savoir si on voulait. Mais et on le voit où, Marine ? Caché. Bah non, mais j'ai caché volontairement. Ah ok, d'accord. Mais on peut regarder si tu veux. Les gens peuvent nous répondre dans le chat aussi, ils le savent. Dites-nous Siam, dans le chat. Comment tu as choisi de te spécialiser sur ce sujet ? Sur quoi ? Les violences misogynes, du coup, j'imagine ? Ouais. Bah parce que juste ça m'intéresse qu'à l'époque... Bon, on est 50. Bon, ça va, merci, ça me rassure. À l'époque, 51. Non, mais bah oui, tu sais, ça change tout le temps, donc. Ok. Oui, ça m'intéresse. En fait, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et que à l'époque, c'était avant MeToo. J'ai été diplômée en 2014 ou 2015, je sais plus. 2014, je crois. Après, j'ai fait plein d'autres trucs, hein, mais en tout cas, j'ai toujours voulu travailler là-dessus. Et surtout, c'était un peu un moment charnière où je pense que ça commençait à intéresser les journaux, mais c'était avant MeToo, qui a quand même trouvé... dont les racines de MeToo sont en partie journalistiques, avec des enquêtes de journalistes aux États-Unis, mais aussi en France. Et voilà, donc moi ça m'intéressait et je pense que c'était aussi le bon moment parce qu'il commençait à avoir les prémices d'un intérêt médiatique du côté des rédactions, même si ça n'a pas toujours été facile, comme pour les féminicides par exemple, les féminicides conjugaux. Et t'as toujours été indépendante, il me semble. Mais oui, j'ai même refusé des CDI. Ah bah voilà, donc c'était une volonté. Bah oui, parce que en fait je me suis dit que...
Déjà, en fait, c'est quand même, y a quand même beaucoup d'avantages à être freelance. Et surtout, j'ai pu toujours travailler sur des sujets qui... En fait, à partir du moment où tu as hyper envie de travailler, enfin que tu as un désir profond de t'intéresser à des sujets ou de couvrir certaines zones, le plus facile, c'est d'être freelance. Et en fait, je me suis dit que j'étais une femme jeune, que j'ai pas un côté à beaucoup rouler des mécaniques et que si j'arrivais en rédaction et que j'allais dire notamment tiens, je veux aller faire du grand reportage, machin truc, on allait me dire non, enfin... Ah oui, si tu voulais un CDI, ouais, oui, c'est sûr. Non, mais même dans des... Enfin, que je pensais que... Je me suis dit qu'on n'allait pas me laisser faire. Ça cotise bien pour la retraite, ça, freelance. On en parlait il y a quelques minutes, littéralement. Bah, c'est salarié, mais ouais, je commence à me dire qu'il faut peut-être commencer à s'intéresser à ce genre de choses, notamment les caisses de retraite complémentaires. Voilà, vous savez tout. Faut quand même savoir, les amis, que l'indépendance en tant que journaliste en Merci France... pour mes boucles d'oreilles, c'est mes boucles d'oreilles préférées. Si vous lancez Lorraine là-dessus, on est foutu. Vous avez vu ces bottes ? Elles sont nouvelles. Faut savoir quand même, une petite précision, être journaliste freelance en France, c'est être pigiste. Et être pigiste, c'est être salarié. Ouais. Donc, naturellement, contrairement à, par exemple, être en auto-entreprise, etc., ça reste un statut beaucoup plus protecteur. En revanche, il faut travailler, quoi. Et ça, c'est un peu ce qui fait peur. Toi, tu as toujours réussi à bosser. Oui, mais c'est parce que je sais pas, peut-être parce que j'ai un côté un peu, j'ai pas l'air, mais un peu... je sais pas parce que je suis en train de me dire que c'est enregistré cette vidéo, mais non, on me dit du coup être femme, est-ce que ça t'a limité dans ton métier? Non, c'est pas que ça m'a limité, mais c'est juste que je pense qu'avec ma personnalité où j'ai pas un côté, enfin, je sais pas, en fait, je me suis toujours dit que si j'avais été dans une rédaction, au moins au départ, quand j'étais plus jeune, on m'aurait pas laissé partir en reportage en Albanie c'est sûr. ou à l'époque où j'allais en Irak et tout, on m'aurait dit non mais attends, toi t'es une petite nénette quoi. Et et pareil pour les féminicides, je pense que ce livre, paradoxalement, j'ai pu le faire parce que j'étais indépendante et aussi parce que je pense que ça me permet d'aménager, comme je travaille quand même beaucoup sur des sujets extrêmement violents, ça me permet aussi d'aménager des temps de repos, de travailler sur d'autres choses. Voilà, je peux aussi choisir quand c'est le bon moment pour moi. Et aujourd'hui, tu veux rester indépendante ? Bah oui. Enfin, non, à part si on me propose un CDI un dans job le truc de dingue, en or, mais en fait, la plupart, ça m'intéresse pas trop, quoi. Enfin, si jamais vous êtes un employeur, je vais pas dire non, mais en tout cas, j'ai jamais été proactive là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a plus de journalistes femmes en indépendant qu'en rédaction à cause de la liberté ? Alors oui, il y a plus de femmes pigistes. Je crois qu'il y a plus de femmes pigistes, ouais. Légère majorité, 53% des femmes sont pigistes, je crois. 53 des pigistes sont des femmes, pardon. Mais par contre, à cause de la liberté, je suis pas sûre. C'est aussi une question de précarité. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a une énorme partie du journalisme, carte de presse et par exemple à la télé, c'est plutôt intermittent, etc. Mais il y a une énorme partie en fait du milieu de journalistes et particulièrement quand on est avec les reporters qui sont indépendants. C'est hyper fréquent, c'est juste que quand vous voyez un journal, vous savez pas si la personne elle est en poste ou pas. Par exemple, la plupart des documentaristes, quasiment personne n'est employé par une boîte de prod. Je pense qu'il y a un fort stigma sur le terme de pigiste. D'ailleurs, c'est pour ça que je revendique le fait d'être pigiste. Mais dans la pratique, c'est très très fréquent. Et notamment à l'international où les journaux... Tintin était pigiste. Et d'ailleurs, sachez que mon chien ressemble fortement à Milou. Matin ? Oui, Matin. Oui. Moi, je voulais aussi te poser des questions sur le style. J'ai l'impression que tu as quand même un style de prédilection qui est le reportage. Oui. Et raconter des histoires aussi. Ouais, et narratif, ouais. Oui. Parce que, vous le savez, on peut faire son chien est pigiste. J'aimerais tellement l'emmener avec moi en reportage. Ce serait trop la classe. Parfois en France. Mais c'est compliqué. Mais pas comme Tintin, c'est clair que c'est autre chose. Le reportage, c'est quoi en fait ? Pourquoi le reportage ? Et c'est quoi ? Pour expliquer un petit peu par rapport à d'autres styles. Ah, le reportage, c'est déjà... c'est le terrain. C'est d'être présent et c'est la définition classique, c'est la photo d'un instant T, d'un lieu à un instant T.
Mais c'est le fait... l'ambiance, tu décris Oui, à quoi c'est ça qu'en fait, ressemble. on est reporter et du coup, on va dans un endroit et on raconte ce qu'on voit, ce qu'on sent aussi, ce qu'on entend. T'es un peu caché par le chat. Ah, ok. Voilà. C'était fait exprès. Avant. Oui. Et c'est le de... journalisme narratif. Oui, c'est de raconter des histoires pour qu'elles soient lues de manière agréable avec des personnes qui deviennent parfois des personnages. Vous avez lu le livre Ah ok, j'ai cru que tu allais m'abandonner toute seule sur ton Twitch, Marie. J'étais en panique. Non, t'inquiète. C'est juste pour que tu aies un peu plus de place. Ok. Voilà, j'ai répondu à la question, non ? Ouais, t'as répondu à la question. Ok. Qu'est-ce que vous lisez comme reportage ou comme journaux, les gens du chat ? J'attends vos réponses. Pas encore, mais il est en commande. Non, elle ne demandait pas si vous avez... Non, pas de manière générale. Est-ce que vous lisez la presse ? Ok. Le chat est la Pas de véritable réponse, star c'est ce une soir, on réponse. va pas se mentir. Oui. Ah bah après, tu vois, il y a plein de gens. Donc, alors, Mediapart, ouais. Le Canard, ouais. Sur Mediapart, arrêt sur image. Faut savoir que sur Internet, je suis abonnée à Cosette et à La Déferlante. Bah, tu as souvent lu. Bah, tu travailles pour quasiment tous ces médias, en fait. Pas le Canard, pas arrêt sur image, je crois. Non, mais... j'ai jamais rien publié, vendu comme info au Canard. Mais Mediapart, Cosette et La Déferlante, oui. Hein. Ouvrez les guillemets sur Mediapart, donc c'est Le Copain Usul, Le Monde Diplo, Twitch, YouTube. Ah ouais, il y a beaucoup arrêt sur image, hein. Et oui, parce que je préfère écouter les revues de presse. Merci. Attendez, je suis encore un tout petit peu chonchon. Par mon cadre et par le chat. Voilà. Blast. Censure. Censored. Ah bah, j'ai T'as aussi publié chez collaboré. Censored, ouais. Oui, j'adore. C'est plus un projet éditorial qu'un projet de presse classique, mais c'est génial. Bah, il est là d'ailleurs, le Censored. Le dernier Censored Ouais. est juste là. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que sur Internet et notamment dans le milieu de gauche, les gens sont très preneurs d'analyse. Donc, Mediapart, arrêt sur image, Le Monde Diplo, c'est des choses. Mais on peut faire sont des très lues, analyses quoi. avec du journalisme narratif. fait. C'est juste que ça implique souvent des articles assez longs. Regarde, c'est pour ça que j'avais l'impression de lire une histoire. C'est le style de journaliste. J'ignorais complètement qu'il y avait différents styles comme ça. Bah, bien sûr. Moi, je lis tout ce qu'il y a sur Mediapart en fonction des sujets, mais je fais pas gaffe au type ou au style. Bah, tu vois, par exemple, si tu lis une enquête sur Mediapart de Lénaïque Bredou au hasard, c'est pas du tout du reportage. Il va pas du tout y avoir de terrain. Ça va être, on a recoupé plein de témoignages, plein d'infos, on a consulté des conversations et donc on est en mesure de vous dire telle information. Mais c'est pas, je suis allée à tel endroit, il s'est passé. Oui, après, j'ai vu ceci, un etc. reportage peut devenir une enquête et vice-versa. Enfin, c'est des styles qui peuvent être hybrides aussi. On se laisse la nuit, c'est Elsa et c'est une autre streameuse et youtubeuse féministe. Okay. Quoi, les gens sont de gauche ici? Je pense, non? Fakir quand je les croise en manif. Ouais. Donc souvent quand même, j'imagine. Ok. On va pouvoir commencer à rentrer. Alors moi, autre chose aussi. Donc la semaine dernière, pour celles et ceux qui étaient là, Les Pieds sur Terre, classique, France Culture. On a une journalope qui collabore beaucoup au pied aussi. Au pied sur Terre. C'est Pauline Verdusier. Vous l'aurez peut-être ici bientôt, ou alors pas du tout bientôt en fonction de comment j'arrive à me caler par rapport à ses obligations perso. Donc la semaine dernière, on a commencé par lire tes reportages respectivement sur l'Albanie, sur les avortements sélectifs. Chocolatine. Bien sûr. Vous êtes insupportable. Donc on a commencé par ton reportage en Albanie sur les avortements sélectifs et un en Irak sur une maternité dans une ville que Daesh venait de oui, j'avais déserter. beaucoup aimé faire ce reportage. Mais du coup, tu as quand même un attrait particulier pour l'étranger, voire les zones dangereuses, les zones de conflit. Oui, bah, c'est que c'est un reporter... Je rends mon bouquin. Ça, c'est parce que tu as dit chocolatine. Ah. Et attention, parce que je vais citer un reporter du Figaro, mais c'est Adrien Jolm qui dit que c'est des accélérateurs d'humanité, les zones de crise. Et c'est vrai que
c'est souvent assez fort. Enfin, c'est des situations de crise et tu as quand même plein d'histoires à raconter sur ces terrains-là. Et oui, d'accord, mais quand même, spontanément, les premières personnes. Enfin, comment dire, on en connaît d'autres des pigistes et elles se sont pas dit spontanément je vais direct à l'étranger, je vais direct sur un conflit. Bah, je pense qu'à l'époque, quand j'ai fini le CFJ, j'avais quelques copines de ma promo qui, je crois qu'elles étaient parties à l'étranger. Il y avait un petit effet d'entraînement peut-être. Et je sais pas pourquoi, mais ouais. Mais j'ai toujours aussi travaillé en France, mais c'est juste que je voulais faire du reportage. Après, l'Albanie, par exemple, j'y étais allée après 2 semaines au Kosovo, où j'avais travaillé, je pense que c'est le seul sujet que j'ai fait en lien avec le sport, sur l'équipe des athlètes qui se préparaient pour aller concourir pour la première fois aux JO, ce qui était intéressant parce que c'est pas un pays qui est reconnu à l'international par tous les pays et du coup il y a forcément, ça se teinte aussi cette reconnaissance par les Jeux Olympiques d'enjeux géopolitiques. Et après l'Albanie, c'était à côté, je sais plus du tout combien de temps ça prenait en bus, mais c'était pas grand chose. Oui, c'est juste à côté, ouais. Tu y es déjà allé? En Albanie? Ah bah oui, en Albanie, oui. J'ai présenté Traqué là-bas, les amis. Oui. Et en fait, j'étais allée parce que j'avais entendu qu'il y avait des avortements sélectifs. Il y avait eu une enquête du Fonds des Nations Unies pour les populations. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais aller en Albanie, je vais aller chercher des femmes qui ont avorté après avoir été... qui ont été contraintes d'avorter après avoir compris qu'elles attendaient une petite fille. Et j'y suis allée comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé des associations qui m'ont mis, et des travailleuses sociales qui m'ont mis en relation. En fait, j'ai fédéré, à chaque fois, tu fédères un réseau d'entraide autour de toi qui te permet d'arriver à trouver les personnes qui sont les plus pertinentes pour toi et des témoignages aussi en lien avec les travailleuses sociales. Mary Jai, elle demande comment ça se prépare les reportages à l'étranger. Là, par exemple, celui-là, j'étais plus jeune et je l'avais pas particulièrement préparé. C'était plus qu'en fait, j'avais le temps et que j'étais à côté de l'Albanie et que j'avais envie. Et je me suis dit, dans le pire des cas, je perds 2 semaines. Et en fait, après, quand on est en reportage toute seule dans un pays, on n'est pas en vacances. Du coup, je me motive, je me lève hyper tôt et on redouble d'énergie pour arriver à compenser le fait qu'on n'a pas forcément de réseau préalable. Mais ce reportage en Albanie, ça m'avait permis de comprendre une structure de comment faire quand tu vas dans un pays à l'étranger, notamment pour les sujets sur les violences faites aux femmes, de repérer les associations qui travaillent bien en lien, etc. Voilà, et aussi maintenant il faut lire tout ce qui a été fait sur le sujet et aussi si c'est un terrain qui est compliqué, je peux avoir, même pas d'ailleurs, je contacte des confrères ou des consoeurs pour faire une discussion avec eux sur c'est beaucoup les aspects pratiques de comment se rendre sur place, si les lignes sont compliquées ou parfois il y a ou les visas, parfois c'est vraiment des trucs très pratiques. Sur certains terrains aussi, il y a ce qu'on appelle des fixeurs et des fixeuses qui sont le plus souvent des journalistes du pays et qui t'accompagnent, t'aident, t'ouvrent des portes, peuvent faire office de traducteur parce que Mao Kiko demande si tu avais un traducteur en Albanie. Non, mais en fait, comme j'ai travaillé avec des... Enfin, oui, j'ai eu des... Je parle pas albanais, mais j'avais pas j'ai travaillé avec des associations ou alors les experts... Et souvent, les assos parlent anglais, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai trouvé des personnes qui parlaient anglais. Après, j'avais été accompagnée dans un village avec un journaliste, un fixeur, un traducteur qui m'a traduit un témoignage parce que là, dans le village, ça allait être compliqué de trouver quelqu'un pour traduire. Alors là, c'est une autre question. Mais Marine, du coup, pour les fixeurs, en fait, la première fois que j'ai travaillé avec un fixeur, c'était en Irak. Mais en fait, la plupart du temps, hors zone de crise, je fais mon enquête toute seule. C'est surtout en zone de crise, ouais. C'est plutôt qu'en Irak, c'était au moment où il fallait passer les checkpoints et tout, mais le moins possible, parce qu'en vrai, ça coûte une blinde, les fixeurs. Oui, je sais bien, ouais. Oui, je sais bien. Tiens, d'ailleurs, des fixeurs comme dans Cyberpunk
Oui, t'as beaucoup de références geeks. Je fais style que je comprends, mais je sais pas du tout ce que c'est, désolée. Mais d'ailleurs, t'as jamais eu peur d'aller sur les terrains de conflit? Tu t'es dit, allez, j'y vais. si, mais moi j'ai toujours peur, hein. Enfin, en fait, même là pour le reportage, avant d'aller ici, moi j'ai tout le temps peur. J'ai peur. Mais donc, t'as pas hésité, malgré tout, tu hésites. Enfin, tu te dis, je Si, veux y mais aller, c'est quoi. bien d'avoir peur. Mais j'ai peur tout le temps, même pour faire un entretien, même là avant ce Twitch. Mais c'est. Que dire? Si, j'ai toujours peur, mais c'est pas un problème, la peur, c'est juste qu'il faut pas que ça te paralyse. Et par Ouais. ailleurs, je pense que c'est bien d'avoir peur parce que parfois tu croises des gens qui ont pas peur et alors eux, je travaillerai jamais avec eux, hein. Notamment dans les journalistes sur les terrains de conflit, ouais. Oui, ou même Qui se sont, en pour France, certains, des personnes qui prennent pas de pincettes ou ce genre de choses. Mm. Si, moi j'ai tout le temps peur. Ouais. Très bien. Je suis pas très sereine, hein, dans la vie, hein. À quel point, donc ça c'est, regarde, plein de cœur du coup. Je Vivi, c'est mignon. À quel point, c'est une question posée la semaine dernière au moment où je pense on lisait les reportages à l'étranger justement. Ces expériences à l'international ont influé sur ta vision du féminisme en France? Oula, c'est une question. Parce que je pense qu'elle peut être liée aussi à ce qui t'a amené En à fait, traiter, je pense que le féminisme. il y a. Ah oui, t'as raison, mais c'est pas vraiment féminisme direct. En fait, Ouais. je pense que le fait d'être beaucoup en dehors de France et tout, il y a pas mal de trucs que j'ai pas capté de ce qui se passait en France. Ouais. Ou par exemple, là, le fait d'avoir écrit le livre depuis 2 ans, j'ai rencontré plein de monde et tout. Notamment, enfin, tu sais, sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, où j'ai jamais été trop dessus. Oui, c'est passé quand même plein de trucs. Du coup, je pense qu'il y avait pas mal de Ah oui, choses oui, que oui. je captais pas. Ou par exemple, tu vois des noms où tu me disais. Et en fait, non, je voyais pas du tout qui Ok. c'était. Enfin, après, le fait d'être au Journal Up, ça m'a un peu. Et enfin, les profils divers au sein des Journal Up, le fait que dans nos discussions, après, il y a des noms qui émergent, ce Ouais. genre de choses, voilà. Après, je pense que travailler à l'étranger avant d'aller me lancer, enfin après c'est en parallèle parce que j'ai fait des allers-retours, mais je pense que j'aurais pas pu travailler sur les féminicides en France si je m'étais pas un peu endurcie à l'étranger. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est hyper dur de travailler dans son propre pays parce que, en fait, à l'étranger, tu vas rencontrer des situations hyper dures, hyper violentes et tu t'attaches aussi aux personnes, mais tu as quand même un truc, enfin, en C'est fait, pas chez toi, tu vas rentrer. bah oui, après, enfin, je sais pas si c'est compréhensible pour les personnes qui sont pas reporters, mais bonsoir. Bonsoir Corrigan. Voilà. Mais tu as besoin d'avoir une barrière mentale pour continuer à avancer et pour pas. Enfin, voilà, pour que en fait, tu réussisses à faire ton travail, à produire un article qui soit lisible, qui soit bien écrit. Enfin, en fait, tu as énormément de contraintes quand tu travailles en tant que reporter. Mais aussi, il faut que tu prennes soin de toi, etc. Et c'est vrai qu'à l'étranger, il y a un truc de barrière de l'avion. Quand tu prends l'avion, ou parfois je prends le train aussi. Mais où en fait, chez toi, c'est ta zone de sécurité. Et en fait, travailler en France, c'est plus compliqué parce que tu captes toutes les nuances, tu as tout tout le background culturel, etc. Enfin, tu as toutes les références. Bon, évidemment, ça peut dépendre des milieux sociaux, mais c'est plus dur, je trouve, parce que tu es directement impliqué, tu es partie prenante, tu fais partie du pays sur lequel tu travailles, quoi. Et surtout pour des sujets où tu travailles sur des femmes qui ont été tuées, des meurtres, avec des défaillances préalables, etc. Et ouais, et justement, pour en revenir à la question du féminisme, est-ce que ça t'a apporté une autre vision du féminisme français, du féminisme occidental d'une manière générale, d'aller dans des pays comme l'Irak, l'Albanie, de traiter des sujets comme ça là-bas? Oui, je sais pas trop quoi dire, à part que je pense que c'est important de jamais rester que franco-français et de s'étendre, et peut-être que j'ai une nature... après, je suis très rigoureuse et tout, mais peut-être que j'ai une nature assez conciliante par rapport à ça, parce que tu es obligée de t'adapter aux cultures, de tout replacer dans des contextes, avec certaines limites, mais oui. Et d'être plus compréhensif, c'est normal. Après, dans le cas des féminicides, c'est quand j'étais en Turquie, ouais. où là, c'était la première fois où j'enquêtais sur les féminicides conjugaux. Parce qu'il y avait un mouvement là-bas.
Oui, oui, oui. Tu suivais un C'était mouvement là-bas qui c'était... en 2016, je crois, où il y avait l'émergence d'un mouvement de lutte contre les féminicides. En Turquie, j'y étais allée pour suivre les militantes et tout. C'était assez génial ce qu'elles faisaient. Elles s'invitaient. Parfois, d'ailleurs, ça peut être bizarre de s'inviter, mais en tout cas, elles allaient dans les funérailles après les meurtres, etc., pour contacter les familles de victimes. Elles les accompagnaient aussi au procès, etc. Et dans ce cadre-là, j'avais rencontré des mères qui venaient de perdre leur fille dans le cadre de féminicides conjugaux. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'en fait, cette histoire, je pourrais la raconter aussi en France, avec évidemment tout un autre environnement, législatif aussi, parce que, par exemple, en Turquie, il n'y a pas de statistiques publiques sur les meurtres de femmes, alors qu'en France, ça existe depuis 2006. Le gouvernement fait paraître le rapport sur les morts violentes au sein du couple. Ouais. Attends, continue ta question, je m'occupe du reste. Et donc, j'avais passé 1 mois en Turquie. Un an? Non, un mois, oui. ouais, 1 mois. Et après, je me suis dit, je vais rentrer en France et puis je vais raconter le versant français des féminicides conjugaux, parce qu'à l'époque, on parlait de crimes passionnels, de drame de la séparation, mais il suffisait de taper dans son moteur de recherche Google pour voir qu'il y avait souvent ce qui était classé parmi les faits divers. Oui, donc un côté qui a tendance à extraire complètement ce fait-là du fait sociétal, ça devient comme une exception alors que ça l'est pas du tout, et un côté même un peu humoristique dans la façon dont c'était traité, qui était assez, c'est assez obscène, quoi. Oui, en fait, le fait divers, il y a des immenses plumes du fait divers en France, par exemple Pascal Robert-Diard pour Le Monde, mais la plupart du temps, le fait divers, en fait, c'est un genre journalistique qui morcelle des faits de société dans des affaires isolées, et sans les politiser ou ramener à quelque chose de systémique comme sont les violences faites aux femmes. Et le problème, déjà, en plus de ce problème de morcellement, où par exemple dans la presse à l'époque, les journaux rappelaient pas le fait, maintenant il y a même le Parisien, me semble, à la fin des articles, dit voilà, il y a tant de femmes qui ont été tuées l'année dernière, etc. Enfin, ils citent en général le rapport sur les morts violentes au sein du couple. Ça, plus si vous avez... voilà, le numéro 3919, etc. Il y a ça, et en plus, au-delà de ce fait divers qui existe comme genre, c'est la tonalité que prenaient ces articles, une tonalité soit passionnelle, en parlant de crimes passionnels, avec beaucoup d'empathie pour le meurtrier, ou alors de l'humour même sur les victimes, pour réduire une dispute entre guillemets conjugale à une scène de ménage, et un truc un peu absurde, genre elle a mal fait cuire un truc. Ça passe beaucoup par la cuisine, les violences conjugales, beaucoup par la nourriture. C'est très étonnant. Pour clore un peu le chapitre international, et après on reste sur les féminicides en France, il y a Gilles Ouloun qui demande combien de temps est-ce que tu restais dans chaque pays, et est-ce que tu te renseignais sur l'actu, le contexte local avant d'y aller? Bah oui, bien sûr, à part pour l'Albanie où j'y suis allée sur un coup de tête, mais c'est parce que j'étais à côté puis je connaissais déjà les Balkans. Oui, je me renseigne sur le contexte, surtout le contexte sécuritaire. Après, aussi, des trucs pratiques de comment faire quand on arrive à l'aéroport, j'en sais rien. Et après, ça dépend en moyenne, mais je pense que pour un bon reportage, c'est bien d'y passer au moins 2 semaines après, sur un sujet, ou 1 mois. Ça dépend un peu de si on est sur une enquête. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait, à quel point c'est difficile d'accès ou pas. Et alors, est-ce que par exemple, de ton expérience de journaliste indépendante à l'international, est-ce que si tu ne vends est-ce que c'est possible de réussir à rentrer dans tes frais en partant, par exemple, 1 mois en n'ayant vendu qu'une enquête? Bah non, du coup il faut faire plusieurs sujets. Après, ça m'est arrivé parfois de pas faire plus de sujets, par exemple le sujet en Turquie. J'avais pas fait d'autres sujets, mais il m'avait occupé beaucoup. Après, du coup, depuis la Turquie, j'étais partie au Kurdistan irakien pour la première fois, et je crois que j'avais passé 2 semaines la première fois. J'avais enquêté sur les auto-immolations de femmes kurdes irakiennes
Et tu vois, au final, j'y étais allée, je me suis dit, je veux travailler là-dessus parce que je sais que ça existe. Ça m'intéressait parce que ça racontait autre chose du conflit. Et après, j'avais trouvé cet hôpital pour grandes brûlées où les femmes se réveillaient. C'est beaucoup de chance, hein, le reportage. Ouais. Mais après, surtout pour un terrain comme ça, il fallait faire plusieurs sujets. Tu vois, par exemple, une fois, j'ai fait un reportage sur les rappeurs de Mossoul. Ouais. Je serais pas allée à Mossoul pour faire... Mais c'était un super sujet, hein, franchement. Mais disons que j'aurais pas fait le voyage que pour ça. C'est un sujet que j'ai trouvé sur place. C'était incroyable. Ils faisaient des clips de rap sur l'héroïne et tout. Mais en parallèle, j'avais fait d'autres reportages aussi. Donc comment tu fais? Non, t'en trouves sur place, mais sinon tu te dis vas-y, T'en trouves plein sur place. J'en ai tant. Il faut que je rentabilise mon mois en ayant tant de sujets de vendus. Est-ce que tu te fais payer les frais ou pas? Si, les frais, ouais. Parce mais que vous savez, vous êtes payé, vous avez un salaire pour une pige pour ce que vous rendez, mais comme quand vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes salarié, vous avez des frais professionnels. De déplacement. Mais le reportage, c'est pas le genre journalistique le plus rentable. Tu peux pas faire que ça. C'est pour ça aussi que j'ai des. Tu vois, par exemple, la Déferlante, j'ai pas fait de reportage jusqu'à présent pour elle. Enfin, je fais aussi autre chose, mais c'est juste que je trouve que le reportage, c'est t'as fait Pisley. Mais ça, c'est du reportage. Hein. Je suis allée à Londres. Mais tu l'as fait pour la Déferlante? Non, ça c'était pour la revue 21. Ah oui, pardon. C'est vrai. Je me suis trompée. On l'avait lu dans la revue de presse. Ouais. Ah, trop bien, merci. Ouais. C'était. On l'a vu dans la revue de presse? Ouais, je crois. Elie Lu, superbe chanteuse kurde d'ailleurs, d'accord. Sur la liste noire d'ici, car féministe. Elle est peut-être turque, kurde turque. Ok. Je regarderai, merci. Merci Nalerae. Et bon courage du coup, si t'es en PLS. D'accord. Donc voilà, il y a tout un... C'est aussi ça, les amis, être indépendante, quoi. Il faut essayer de... T'es toujours en train aussi de calculer. Oui, après, je pense que même quand t'es dans une rédaction, t'es obligé tu dois aussi ces choses-là aussi. Ouais. Oui, et puis surtout de faire des sujets, voilà, de produire aussi une fois que t'es envoyé sur... Enfin, ça dépend, mais ça peut arriver aussi. Avec les lycéens aussi, c'était top. Eh ben oui. Oui, parce qu'on a donc aussi lu ton reportage à la première personne. Ouais. Dans Libération. Oui, ça par exemple, c'est l'exemple d'un projet annexe que j'ai fait en parallèle du reportage. À la base, je pensais pas du tout en faire un texte. Pour la presse, c'est pas vraiment un reportage, c'est plus un texte ou un récit. Et ça, c'était un prof de Lézignan qui m'avait proposé, il m'avait invité dans le cadre de la semaine de la presse à faire une rencontre avec des professeurs des environs. Et pour raconter mon travail, etc. Et en fait, quand je suis repartie, il m'a dit « Ah, mais tu sais, j'ai un poste de résidence pour les artistes auteurs tous les ans au lycée. Est-ce que ça t'intéresserait ?» J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Enfin, je savais pas trop, donc par principe, j'ai dit oui en me disant « On verra. » Et en fait, il m'a demandé de... Et en fait, j'ai imaginé un atelier d'écriture sur l'intime et l'amour. Et en fait, on a fabriqué un fanzine ensemble. C'était génial comme expérience. Et après ça, t'en as fait le récit dans Libération, à la première personne. Ouais, c'était la première fois que j'écrivais à la première personne, parce que comme j'avais créé l'atelier, c'est moi qui avais... Enfin, en fait, je pouvais pas faire style qu'il m'écrivait ça spontanément. Enfin, c'était dans le cadre de l'atelier, donc ça se racontait comme ça. Mais c'était génial, j'ai tellement aimé cette expérience, j'ai adoré travailler avec les ados. Et tu t'es tout de suite dit, je vais en faire un reportage? Non, pas du tout. Ouais. Non, c'était pas du tout prévu dans le deal. J'ai demandé ça. Non, c'était pas prévu dans le deal, mais dès que tu as eu fini, tu t'es dit, j'aimerais bien en vendre le récit. Non, c'était la deuxième fois où j'y suis allée. Je leur ai demandé, parce qu'il fallait quand même que j'ai leur consentement. Oui, bien sûr. En fait, je me suis dit, c'est trop incroyable, tout ce qui se passe, tout ce qu'ils racontent dans leurs textes. Et du coup, il faut que je le raconte dans la presse nationale, quoi. Enfin, en fait, il faut pas que ça reste que dans le fanzine, il faut que ça se raconte. Et je me suis dit que Libération, c'était le bon support parce que c'est un journal t'as la possibilité d'avoir des photos, etc. Enfin, sur les doubles. Donc, je me suis dit, il pourrait y avoir les photos du fanzine et que t'as quand même une certaine fidélité chez certains profs. Enfin, il y a un truc un lien entre Libération, le monde de l'éducation nationale, etc. Du coup, je me suis dit c'était assez cohérent de le proposer à Libération, ce texte. Ouais.
Ils ont l'air politisés pour leur jeune âge. Ouais, carrément. Il y avait Mirk qui demandait le reportage est un peu dévalué à côté des autres papiers. Ce que tu as dit, on peut pas. C'est vrai que c'est pas rentable, il faut pas faire que ça. Ah non, mais c'est juste que, c'est comme l'enquête. C'est des trucs qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a des reportages qui sont. Il y a des Après, tu peux faire ton reportage en une journée, quoi. mais moi, c'est juste que j'aime bien l'immersion. J'aime bien passer du temps sur place. J'aime bien passer du temps avec les personnes. Pour raconter des histoires. Et du coup, avoir ce travail sur la narration, il faut passer du temps avec les gens, passer du temps sur place. Et du coup, c'était une question du chat, mais c'est pour faire ma transition. On l'a un peu déjà répondu. Qu'est-ce qui t'a amené à traiter du sujet du féminicide ? C'est vraiment ce que tu as vécu en Turquie et tu dis, il faut que je vois ça en France. Parce qu'en fait, j'avais déjà commencé à travailler dessus à l'étranger, mais l'Albanie, l'Albanie, ça peut être considéré comme des... Après, sache qu'il y a des petits débats sur est-ce que les avortements sélectifs ou pas, c'est féminicide parce que on parle de fœtus, etc. Mais en tout cas, c'est une volonté de tuer la femme en devenir, quoi. Ouais. Donc au final, oui, j'ai commencé par couvrir, en fait un peu sans me rendre compte au bout d'un moment, mais parce qu'au final, qu'est-ce que c'est le féminicide ? C'est l'acmé d'un processus de violence sexiste et sexuelle, et du coup, selon les pays, selon les contextes, ça prend diverses formes. C'est ça, parce qu'on a tendance en France à utiliser le mot féminicide pour parler en fait de féminicides conjugaux. Oui. Mais à la base, c'est tout ce qui est meurtre de femmes parce qu'elles sont femmes. Donc ça peut être des crimes d'honneur, les avortements sélectifs, on peut effectivement les compter dedans. Ça peut être les bébés filles tuées à la naissance. Oui, puis les serial killers dans l'espace public. Les serial killers, les masculinistes. Les féminicides politiques. Les féminicides politiques, voilà, tout ça, ça peut être on rentre aussi les meurtres de travailleuses du sexe dedans, il y a vraiment plein de... Oui, en fait, peut-être que je peux juste rappeler ce que c'est la définition du féminicide, parce qu'effectivement, c'est un terme qui a apparu assez récemment dans le contexte français. Je pense qu'il y a eu un tournant en 2019 quand il y a eu le Grenelle sur les violences conjugales, et... Attends, j'ai envie de répondre aux questions en même temps. Comment ils ont réagi, les ados ? Ils étaient hyper fiers. Et après, ils ont lu l'article en classe. Et je suis toujours en contact avec les profs qui sont géniaux. Mais j'ai un truc avec cet atelier d'écriture où je me dis ça pourra jamais être aussi bien que le premier. Ouais, franchement, c'était trop bien comme expérience. J'ai tellement aimé. Et je pense que c'était aussi... Je crois que c'était au moment où j'avais fini cette enquête de 2018 sur les féminicides, il me semble, peut-être. Moi, je venais d'arriver au bureau quand tu l'as fait. En tout cas... c'est tout. Mais je crois qu'en fait, c'était un moment où justement, j'avais besoin de me reposer, tu vois, et du coup, c'était arrivé au bon moment et voilà. Oui, c'était plus léger et plus... Au final, non, dans leur texte, il y avait plein de trucs, mais en tout cas, c'était un autre contexte et pas... voilà. Et oui, donc les féminicides, c'est arrivé assez récemment en France. Le problème, c'est qu'on a une méconnaissance de ce que c'est. Et je pense que le livre, ça rend accessible pas mal de références qui sont inconnues en France. Le terme, il a émergé dans le contexte féministe des années 70, notamment en 76, il y a eu un grand événement féministe en Belgique, le Tribunal international contre les violences faites aux femmes, qui était un événement qui réunissait énormément de militantes féministes de partout sur la planète, du Yémen, du Mozambique, d'Europe, des États-Unis, etc. Et dans ce tribunal, il y avait 2 chercheuses anglo-saxonnes, notamment Jill Radford et Diana Russell, qui ont écrit ensuite, co-dirigé une anthologie sur les féminicides qui s'appelle Femicide, The Politics of Women Killing, qui a été publiée fin 70, il me semble. Et donc, à ce moment-là, c'est fémicide, le mot qu'elle utilise. Oui, dans le contexte anglais. Après, je ne sais pas si on va rentrer autant dans les détails, mais voilà. Et donc, le livre, il n'a jamais été traduit en français. Bon, de toute façon, il y a énormément de textes de référence qui n'ont jamais été traduits en français. Par contre, il a beaucoup voyagé en Amérique latine. Dans le livre, la définition du féminicide, c'est le meurtre d'une femme par un homme parce que c'est une femme, donc c'est un crime à mobile misogyne. Et en Amérique latine, il s'est beaucoup ancré dans une ville où je veux aller, qui s'appelle Ciudad Juárez au Mexique. J'y suis jamais allée. Voilà. J'ai très très envie d'y aller. Et en fait, il y a énormément de penseuses qui ont travaillé, des anthropologues à Ciudad Juárez. Parce que si je ne me trompe pas, Ciudad Juárez, c'est à la frontière avec le Texas et il y a beaucoup de travailleuses qui font le trajet tous les jours qui meurent, c'est ça ? En fait, c'est une ville frontière et il y a des usines de fabrication de produits à destination du marché américain, mais des produits à bas coût.
Et en fait, dans les usines, il y a beaucoup de femmes ouvrières qui voyagent de toute l'Amérique latine pour aller travailler dans les usines. Voilà, c'est une zone d'activité frontalière. Le problème, c'est que à cela s'ajoute une forte insécurité et que ces ouvrières qui sont isolées la plupart du temps sont, en tout cas dans le contexte des années 80, elles étaient beaucoup retrouvées tuées et parfois c'était impossible d'identifier leur corps parce qu'elles avaient suivi des sévices physiques, etc. Et il y avait beaucoup de légendes urbaines qui s'agrégeaient dans le contexte de Ciudad Juárez pour expliquer pourquoi il y avait autant de femmes qui étaient tuées. On parlait des narcotrafiquants, il y avait même la légende des snuff movies, j'ai découvert ce que c'était en faisant les recherches. Ah oui. Ouais, des vidéos amateurs de torture, Oui. Enfin voilà, des trucs assez glauques d'ailleurs. Et en fait, il y a une chercheuse qui s'appelle Julia Monarez Fragoso qui a décidé de faire le premier registre à Ciudad Juárez pour enregistrer sur une base de données en lien avec l'université où elle était rattachée chaque cas de femme tuée. Et du coup, ça lui a permis d'établir une première mouture de typologie des féminicides dans le cadre de Ciudad Juárez. Il y avait des féminicides intrafamiliaux, donc au sein de la famille, notamment les féminicides conjugaux. Il y avait le féminicide des professions stigmatisées, comme elle les appelle, donc les travailleuses du sexe ou les masseuses de Ciudad Juárez. Donc là, je cite toujours le travail de Julia Monarez. Et après, il y avait la catégorie des féminicides systémiques sexuels qui correspondait à des meurtres où souvent, ce que je disais, le corps de la femme biologique, il était attaqué avec des sévices, etc. Et à partir de cette première mouture, il y a eu énormément de travaux complémentaires qui ont été faits. Il y a des chercheuses qui ont notamment mis en lien les meurtres de Ciudad Juárez avec le capitalisme, la dérégulation économique, etc., pour impliquer cette insécurité. Impliquer les autorités dans cette insécurité. Et il y a une penseuse une universitaire qui s'appelle Marcela Lagarde, qui est aussi incontournable, parce qu'en étudiant le cas de Ciudad Juárez et du Mexique, elle a complété la définition originelle du féminicide pour dire que c'était pas uniquement un crime genré, mais que c'était aussi un crime d'impunité. Elle dit Marcela Lagarde parce qu'en fait, ça renvoie... Un crime d'État. Ouais, ça renvoie à l'incapacité des autorités à protéger les victimes, à arrêter les meurtriers. Et ça s'insère aussi dans un climat plus global de banalisation des violences sexistes. Pour donner un exemple qui peut faire écho à tout ça en France, c'est quand des femmes vont aller au commissariat pour dire j'ai peur et qu'en fait, elles ne sont pas écoutées ou elles ne sont pas suffisamment protégées. Voilà. Voilà. Donc il y a la question de l'implication de l'État. Oui, très bonne référence de 1666 de Roberto Bolaño. D'ailleurs, dans le livre, il y a une bibliographie et l'un des personnages dans ce roman, c'est un reporter justement qui a enquêté sur... Ah non, je ne l'ai pas mis dans ma bibliographie. Attends, si je crois que je l'ai mis. Oh, désolée. On peut attendre. Elle est là. Est-ce que je l'ai mis? Parce que je n'ai pas tout mis, mais il me semble. Voilà, Des eaux dans le désert, qui est une enquête qui avait été publiée en 2002 sur un journaliste qui enquête sur les féminicides au Mexique. Voilà. Et l'un des personnages du roman de Roberto Bolaño, il s'inspire du journaliste qui a écrit Des eaux dans le désert. D'accord. Mirk te demande s'il y avait... Alors ça... Si c'était pas des meurtres à connotation blasphématoire, les mutilations du corps, organes et tout. Je sais pas ce que ça veut dire. J'imagine par rapport à la religion catholique, quoi. C'est ça? Pas à ma connaissance, non. C'est des meurtres qui attaquent l'intégrité physique de la personne et qui, en fait, c'est ce qu'on appelle beaucoup des surmeurtres. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la volonté de tuer, mais c'est aussi la volonté de dégrader la dépouille. Ouais, la dépouille. Parfois, tu peux même pas reconnaître la victime. Et en France, dans le cadre conjugal des meurtres sur lesquels j'ai enquêté, vous allez faire des cauchemars cette nuit. Il y a beaucoup c'est par exemple 19 coups de couteau pour tuer Razia à Besançon, 60 pour zut. Ah non, c'est un truc que j'ai lu ce midi, pardon. Ok, oui, non, je sais la C'était en janvier 2020, c'est horrible. Il a mis 60 coups de couteau à elle, 39 au mec qui dormait dans son lit, son conjoint, et 36 à sa petite sœur qui dormait au rez-de-chaussée. Oui, voilà, pardon. J'y ai pensé... c'est vraiment mon quotidien. Mais il est intéressant cet article. C'est Libé qui a fait un compte-rendu de procès. Bref. Bonsoir, Émilie. Bon, du coup, on va pouvoir en arriver effectivement vraiment au livre, rentrer dans le sujet. Est-ce que je présente un peu le livre? Oui, vas-y. Alors,
je me suis fait un petit paragraphe. J'ai essayé de mettre plein de choses dedans pour que celles et ceux qui l'ont pas encore acheté et lu, ça vous donne envie. Enfin, ça vous donne envie. Toujours, voilà, travail très documenté et intéressant. Pas lecture fun. Bon, voilà, on va pas se mentir. Donc, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années, puisque tu travailles dessus depuis 2016. Tu parles à la fois des victimes, familles de victimes, les enfants. Ça, c'est chouette comme initiative, parce que c'est encore rare. On y pense rarement dans ces cas-là, je trouve. Oui, c'était ce midi, ouais, c'est pour ça. J'ai encore la tête dedans. Dans cette pauvre... dans la tête de cette... Mais si, j'étais là, mais si. Bon, bref, peu importe. Des survivantes, donc certaines qui sont des ex, notamment d'hommes qui ont fini par effectivement tuer une femme, et puis des auteurs, puisque tu vas aller à des procès dans des centres. C'est à la fois du reportage, donc du coup ce genre qui t'est cher où tu rencontres les familles, tu vas au procès, tu vas faire de l'immersion dans un centre de responsabilisation des auteurs, à la fois de l'analyse, parce que c'est effectivement, vous l'avez vu déjà avec les quelques notions qu'on a abordées, tu es très documenté. Mais c'est très accessible. Mais c'est très accessible, ouais. Bien sûr. C'est mis dans la narration pour que ça soit digeste. Tu racontes même que tu fais toi-même tes propres statistiques à un moment donné. Tu fais un tableau Excel, tu répertories tous les cas que tu trouves. Oui. Et tu te dis, ah bah là-dedans, il y en a tant qui sont mortes par arme blanche, tant il y avait déjà des violences qui avaient été éprouvées. Ouais, etc., d'ailleurs, etc. je ne l'ai pas dit, mais en fait, ce tableau, j'ai eu l'idée en regardant. Elle parle donc d'un tableau Excel qu'elle a fait sur toute une année où tu as répertorié tous les cas de féminicide conjugaux que tu as trouvés et tu as noté plein de caractéristiques et tu as pu en tirer des statistiques. Oui, et en fait, cette méthodologie, je l'avais eue en regardant comment fonctionnait l'association en Turquie. Ah ouais. Ouais. Okay. Oui, et une journaliste aussi d'un média qui s'appelle Bianet. Ouais. J'avais vu comment elle faisait. Et parce que du coup, je m'en suis inspirée. Ah oui, quand même. Oui. Donc par exemple, il y avait est-ce qu'il y a déjà eu des violences est-ce qu'on connaissait des violences antérieures? Est-ce qu'il y avait déjà eu des condamnations? Quel type d'armes sont utilisées, etc., etc. Donc de l'analyse, des statistiques. T'es aussi très renseigné sur les mécanismes. Tu cites beaucoup de chercheurs, de sociologues, d'anthropologues, etc. Et notamment une littérature abondante dont beaucoup qui n'ont jamais été traduits en français, tu le disais. Et t'alternes tout ça avec des éléments de ton parcours personnel aussi. Et tout ça est évidemment très lié, ça se lit tout seul. Moi, les retours que certains et certaines d'entre vous m'ont fait, c'est que ça se lisait d'une traite, et aussi des amis. Donc oui, ça se lit très facilement. Cette présentation étant faite, et bravo pour ce travail. Moi, je l'ai fini avant que tu arrives, pour être honnête, parce que je m'étais interrompue pour un polar. Lequel Petite salle de Louise May. Ah, j'ai hyper envie de le lire. Bah, je te le passe si tu veux, il est sous la caméra. Bien, je veux bien. Mais dès qu'on a fini, puisqu'il sert de trépied, entre autres, il est super. Et donc c'était un travail quand même énorme, mais qui reposait aussi sur des années de travail. Et moi, la question qui me venait en tête, la première, c'était le parcours, en fait. C'est-à-dire, tu t'intéresses au féminicide en France, tu te dis tout de suite... Je vais y consacrer beaucoup de temps, je vais y consacrer des années, ou ça se fait au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure, c'est un sujet que tu creuses. Je sais pas, mais par contre, on dit tout le temps que je suis hyper déterminée dans la vie. Mais je pense qu'on le comprend quand on lit le livre et qu'on comprend un peu où j'ai grandi, etc. Super livre et super trépied. Oui. Ouais, du coup... Tu sais plus si c'est un sujet en entraînant un autre. À un moment donné, quand non, tu prends c'est juste tableau qu'en Excel, fait, les tu sais histoires... que tu vas en faire un maximum. Quand tu fais ce tableau Excel, tu te dis là, je sais pas, en fait, Marine, franchement, quand je le fais, je me dis juste, il faut que je le fasse. Mais non, après, je pense que c'est plus que les histoires qui sont dans le livre, elles ont continué de m'habiter, que j'ai jamais oublié les femmes dans... Enfin, du coup, nos absentes, que j'ai toujours continué d'une manière ou d'une autre à penser à elles. Ce qui est bizarre parce que je les ai jamais rencontrées et que du coup je voulais raconter cette histoire, et que par ailleurs il y a quelque chose qui s'est passé au moment où le livre il s'est concrétisé, c'est que c'était la période de procès, notamment pour certains meurtres de 2018 quand le meurtrier s'est pas suicidé. Et du coup il y a quelque chose qui se boucle avec le livre aussi, où maintenant toutes les affaires sont jugées. Quand c'est possible, évidemment, puisque souvent le meurtrier se suicide, donc ça éteint toute possibilité d'action judiciaire. Et ouais, je pense qu'il y a une boucle qui devait se boucler, et je comprends qu'elle se boucle avec ce livre. Après, je vais continuer à travailler dessus.
Mais parce que tu t'es quand même intéressée à beaucoup d'angles. Tu aurais pu te dire je m'intéresse au procès et à cette histoire en particulier, mais tu as voulu élargir au côté sociologique, tu as voulu te poser la question des enfants. Oui, j'ai voulu écrire le livre que j'aurais voulu lire et je pense que ce livre, c'est un récit avant tout. Enfin, c'est une enquête, mais c'est un récit. Enfin, c'est pour ça que je pense que quelqu'un qui s'intéresse pas au féminicide, il peut avoir envie de le lire. Voilà. Ouais, j'ai fait ce travail de narration. Je voulais pas que écrire un livre d'enquête. Je voulais que ce soit une histoire. Et il s'avère que entre toutes ces affaires, parce qu'après il y a des personnages, il y a des histoires qui reviennent, etc. Ouais. Mais je pense qu'il y a un fil rouge et que le fil rouge, c'est mon regard sur les affaires. Enfin, ou mon regard, ou les coulisses, ou juste moi en tant que femme. Oui, parce que donc il y a plusieurs choses. Effectivement, les histoires de ces personnes sont alterner avec des histoires personnelles, mais c'est aussi un livre que tu écris entièrement à la première personne. C'est-à-dire que même dans tes moments de reportage, même dans tes moments d'analyse, tu dis, bah voilà, j'y vais, je suis très impressionnée, ou j'ai un peu peur, ou à ce moment-là, je le dis que j'ai peur. Je sais pas si tu dis non, je dis un moment que c'est dur, je crois. Il y a des moments où tu dis que c'est dur, il y a des moments où tu dis que tu as des sentiments de haine pour un mec. Ouais. Meurtrier de Séloua. Bah ouais, mais lui... Mais du coup, en fait, c'est intéressant de travailler avec ses émotions parce que le fait de m'être autorisée à ressentir ça, bon, vous lirez le livre, vous comprendrez. Mais tu vois, Harry Waldt dit, c'est ça qui fait la richesse de ce livre, la multiplicité des approches. Merci beaucoup, j'adore cette critique. Je pense que du coup, le fait de m'autoriser à ressentir des émotions, et ça, c'est quelque chose qu'on peut plus se permettre quand on est dans une démarche d'autrice que dans une démarche de journaliste. Ça donne aussi de la matière au récit, c'est-à-dire que je pense que le fait de ressentir de la haine, bon, il faut savoir que c'est un homme qui a tué une dame que j'ai vue à l'Institut médico-légal pour la reconnaissance du corps. C'est une dame vraiment qui avait l'air incroyable. Et puis c'est une affaire avec un homme multirécidiviste. Son ex-compagne, j'étais en contact avec elle, qui avait porté plainte 6 mois environ avant le meurtre pour des menaces de mort alors qu'elle était supposée être sous protection, sous ordonnance de protection. Rien n'avait été fait. Enfin, c'est une histoire assez symptomatique. Mais du coup, ça m'a permis de questionner la figure du monstre et de comprendre en fait que même lui, il faut pas l'exclure du champ de l'humanité, que en fait personne ne mérite que, en fait, sinon c'est nous qui devenons des monstres. Ouais. Oui, tu dis c'est la première fois que tu ressens ça. Et alors on te demande si tu as commencé à l'écrire en 2016. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Quand est-ce que tu décides que ça va devenir un livre en fait? Eh bien écoute, comme 10% des Français apparemment pendant le premier confinement. Où justement je m'en suis voulu de ne pas avoir couvert le confinement, etc. Mais en fait c'était une période où je pensais déjà prendre un peu de temps pour me dire ok, j'ai cette matière, j'aimerais bien en tirer un récit. T'inquiète. Ok, non, mais je lis. J'aimerais bien en tirer un récit, mais du coup, il fallait que je m'extrais un peu du temps, voilà, parce qu'on a tout le temps envie de faire plein de trucs quand on est journaliste. Et je pensais, et puis au final, il y a eu le confinement qui est arrivé. Je me suis dit, bon, bah là, j'ai 2 mois pour être coincée chez moi, donc je vais commencer à écrire. Et c'est là où j'ai commencé. Après, j'ai refait d'autres choses, etc. Je suis allée dans un couvent résidence d'artistes dans l'est de la France pour écrire aussi l'été. J'y allais pendant 2 étés d'affilée, j'ai fait des séjours. Et bizarrement, j'ai commencé par écrire des passages plutôt personnels. Et j'ai commencé surtout à réfléchir à la construction du livre. Ouais. Parce que les passages personnels, ils te viennent pendant toutes ces années. Enfin, tous ces moments où tu traites des choses, ça te revient pendant toutes ces années, ou c'est où le livre il sort de ses extraits personnels. Enfin, tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a matière à lire, au moment où tu te dis je peux relier ça à mon histoire, et c'est aussi ça qui fait la profondeur du récit? Ouais, Marine, etc. C'est exactement ça. En fait, je pense que le moment où je me suis dit ce livre il peut exister, c'est le moment où je me suis autorisée à me dire que je pouvais prendre la parole et dire et que je m'étais jamais autorisée avant, et que je pense que du coup c'est ce qui a fait d'assumer ma voix personnelle, a fait que j'ai pu être en mesure d'écrire ce livre. Et bah ça c'est chouette. Et figure-toi qu'il y avait une question du chat qui se recoupait, et je pense que c'est une personne qui doit avoir lu le livre et qui a répondu ça aussi par rapport à l'atelier d'écriture.
enfin tu sais quand on lisait l'article, il disait est-ce que c'est dur dans le journalisme d'imposer une certaine subjectivité car il y a beaucoup une volonté d'objectivité entre guillemets dans le journalisme à écrire à la première personne, notamment dans le livre, c'est une démarche significative. Oui, mais encore une fois, en fait, c'est un livre, donc le livre, c'est pas tout à fait, c'est pas, c'est un récit, c'est un livre de non-fiction ou de narrative non-fiction. C'est un genre qui existe de plus en plus en France. Mais dans le cadre de la presse, quand je vais en Albanie, par exemple, j'ai pas besoin de raconter les coulisses du reportage. Je pourrais, mais en tout cas, il y a rien de plus insupportable d'ouvrir un journal et de voir un journaliste qui parle de lui plutôt que qui se met, du gonzo journalisme. Ça n'a pas lieu d'être tout le temps, ou alors sous certains formats. Le cadre de l'article de Libé, c'était publié dans un titre de presse, mais encore une fois, c'était plus un récit, et c'est le récit d'une expérience, d'un atelier d'écriture que j'ai développé avec des lycéens. Je suis partie prenante du projet, mais c'est pas un reportage classique, et c'est pas représentatif de ce que je fais en tant que journaliste. C'était d'ailleurs un projet annexe à mes activités qui s'est au final retrouvé sur Libération. Il y a une personne qui rebondit, Harry Wald, qui rebondit sur le fait que c'est pas se regarder en face en tant que société de traiter justement les assassins de fous ou de monstres, et c'est aussi à ça que sert le procès. Mais du coup, toi, ça a été une vraie démarche de passer de l'objectivité à la subjectivité quand même. Il y a eu un moment... Oui, après, j'utilise pas vraiment le terme objectivité, subjectivité. Je pense qu'il y a des faits et il y a une démarche d'honnêteté. Et après, il y a des écrits de journalistes et il y a des écrits plutôt d'autrices. Après, c'est que c'est un livre qui est écrit par moi qui suis journaliste. Mais je sais pas ce que ça veut dire l'objectivité, ou alors... disons que c'est quelque chose de plus subtil. Je pense que l'honnêteté et la rigueur journalistique, ça, c'est des trucs avec lesquels je me reconnais. Et ça, pour le coup, même quand on écrit à la première personne, on garde cette même rigueur sur la forme et sur le contenu et de vérification, etc. C'est pas une question de forme, ça, pour le coup. Oui, après, je pense que tout se prête pas à la première personne. On est d'accord. En tant que tous les sujets, il y a des sujets qui n'ont pas lieu d'être à la première personne. Alors, deux questions qui ont été posées, qui se recoupent, donc je te les lis ensemble. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on se les pose pas entre journalistes, ces questions, alors que les autres nous les posent quasiment systématiquement. Tu me diras ce que t'en penses. Moi, on me l'a fait tout le temps. La première, c'est comment gère-t-elle son empathie dans son métier ? Comment fait-elle pour prendre du recul par rapport à son expérience vécue pour pouvoir en faire un article ou un livre ? Et la deuxième, j'ai les mêmes questions que quand j'ai lu le livre, donc on devait être en train de lire sur l'Irak ou voilà. C'est des questions de positionnement, de comment faire pour pas que ça te bouffe, que ça te traumatise. Rapport au fait qu'à plein de moments dans le livre, je me suis dit, là, j'aurais pas pu faire ce travail. Beaucoup d'identification. C'est un peu la question large, comment faire du journalisme sans subir de traumatisme, vicariant ou non ? Ah oui, en fait, en vrai, je pense que j'ai le cuir bien tanné. Je sais que j'ai pas l'air, et en fait, je pense que le fait de pas l'avoir l'air, ça m'aide aussi dans la vie. Ouais. J'ai pas l'air, mais je le suis, tu vois, c'est toute l'histoire de ma vie, ouais. Je pense que en fait j'ai 10 ans d'expérience. Je pense que si jamais je continue à travailler là-dessus, c'est que j'ai un certain équilibre psy. Oui, mais il y a un coût, hein. En fait, je pense que si jamais on se sent pas, il faut pas continuer, hein, parce que sinon après on peut plus travailler tout court. Ouais. C'est ce que je dis, j'ai fait des pauses, parfois je fais des sujets lifestyle sur la décoration, des reportages de voyage, des trucs très très cool, et voilà. J'ai plein de passions dans la vie, très futiles aussi, et puis surtout j'ai une vie privée assez stable, en tout cas dans la mesure du possible. Du coup c'est important, je suis hyper bien entourée quand même. Et puis aussi le fait d'appartenir au collectif des journalopes, c'est important. Le fait d'avoir un bureau pour avoir un endroit où travailler avec des collègues qui sont amis la plupart, c'est génial aussi. C'est hyper précieux tout ça. C'est une question d'équilibre, je pense. Ouais, c'est-à-dire que tu arrives à trouver tu penses que si tu avais plus de souffrance dans le reste de ta vie, tu pourrais pas te confronter à ce genre d'histoire dans le travail ? Tu peux pas...
Je sais pas. Après, il y a un truc aussi, c'est l'écriture qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu écris une histoire, elle continue d'exister en toi, mais tu t'en libères quand même. Et du coup, tu as fait ton travail, tu vois. Aussi, je pense qu'il faut savoir quel est ton positionnement en tant que journaliste ou en tant qu'auteur. C'est-à-dire, moi, mon travail, c'est d'aller sur le terrain quand je fais du reportage, de regarder, de m'oublier pour raconter ce que je vois, tu vois, de comprendre et ensuite de bien le raconter. Et en fait... où tu te dis, voilà, c'est ça mon travail. Après, la suite, ça ne m'appartient pas. Enfin, je peux faire en sorte, de filer des coups de main, etc. Mais ce que les gens, comment les gens interprètent, s'en emparent, etc. Je pense qu'il faut que tu te dises, toi, tu fais ton travail et il faut aussi que tu saches quelles sont les limites de ton travail. Et là, pour le coup... Parce que moi, effectivement, j'ai ça aussi quand j'ai fini le truc. Je dis franchement, j'ai fait ce que je voulais faire. Je suis contente, même si ça pouvait être, notamment quand j'ai traité les cyberviolences conjugales. On me disait, mais c'était pas hyper dur. En plus, tu te repasses les rushs sans arrêt pour faire le montage, etc. Et je pense que tu peux pas le faire trop longtemps et quand c'est fini, ça va mieux. Mais il y a quand même un truc dans le livre, à un moment donné, je sais plus. Enfin, tu le racontes dans ce livre, en fait. Pour le coup, ces personnages-là, t'avais du mal à t'en détacher. T'y revenais. T'es retourné voir les familles, t'as suivi l'histoire, t'avais besoin d'aller au bout quand même avec ces personnes-là. Et en même temps, tu disais, à un moment, tu dis, j'ai beaucoup aimé la formule. Je sais pas dans quelle page c'est parce que je prends pas de notes, mais tu dis, je culpabilise un peu. Je suis forcément un oiseau de mauvais augure. Je viens que quand il se passe un drame dans leur vie et puis je repars. Quand j'ai raconté, ça c'est quand j'avais beaucoup de difficultés à rappeler la mère de Géraldine Soyer. J'avais hyper peur, etc. Au final, elle m'avait répondu mais c'est moi qui prends beaucoup de pincettes. J'avais peur. J'avais peur en fait d'appeler un mauvais moment, etc. Enfin, je savais pas en fait. J'avais hyper peur. Et au final, elle m'a répondu comme si on s'était parlé la veille. Oui, parce que c'était 5 ans plus tard, quoi, que tu la recontactes, c'est ça, un truc Je comme sais ça, plus. Ouais, après il y a eu des petits textos, mais des trucs, tu sais, bonne année, machin truc, mais ouais. Oui, parce que c'était sa fille qui avait vieilli, qui est devenue adulte, entre-temps. Que j'ai pu rencontrer, ouais. Et donc, du coup, oui, ces personnes-là, pour le coup, tu les as suivies, quoi. Tu développes un lien avec elles. C'est moins quelque chose. C'est le lien de journaliste à source, hein, ça reste ça. Par exemple, la plupart des personnes, je les vous vois. Ouais. Tu vois, par exemple, une petite anecdote, Magali, donc c'est une survivante dont l'histoire revient très souvent dans le livre parce que... c'est la fameuse ex du meurtrier de Célois, qui va bien aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, plot twist à la fin du livre, mais elle a appris que sa plainte 4 ans après... elle n'est pas encore traitée, mais elle est en cours de traitement, mais bon, 4 ans après, et un meurtre. Et tu vois, par exemple, là, j'ai fini le livre, quand je lui ai offert, je lui ai dit, bon, bah voilà, on peut se tutoyer maintenant. Ah ouais. Ouais, mais jusqu'à présent, je l'ai tutoyée. Après, si elle m'avait dit on se tutoie, je l'aurais tutoyée, je veux dire, mais de moi-même, non, je pense que pour... je vois beaucoup les personnes en reportage. Même quand, par exemple, tu vas être... Même Anise, qui a une 20aine d'années, oui. Et même une personne qui est un peu de ta génération, de ton milieu social. Moi, je sais que, par exemple, pour 4 ans... De quoi 4 ans? Ah oui, pour le traitement de la plainte. Ouais. Oui, d'ailleurs, ils en ont parlé au procès même, hein, du fait que cette plainte, elle avait jamais eu de nouvelles, alors que c'était... c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça a été je sais pas. Traité. Je sais pas. Mais moi, je sais que pour, tu vois, traquer... les personnes qui m'avaient contactée et que j'ai eu au téléphone, c'était des jeunes femmes qui avaient mon âge ou presque, et c'était presque, ou même j'avais fait un documentaire avant sur l'avortement, c'était elles me tutoyaient d'office et je les tutoyais d'office, quoi. Mais c'est peut-être aussi le rapport à la communauté. Oui, si tu me tutoies, je vais te tutoyer, mais moi, non, les personnes, je les vous vois toutes. Ouais. Et puis ça permet de garder une distance, et aussi quand c'est des personnes qui n'ont jamais travaillé avec un ou une journaliste, ça rappelle aussi que c'est un rapport particulier, parce que bon, le truc c'est que moi je connais toute leur vie, mais eux ils connaissent peu de ma vie, et c'est bien normal, je suis pas là pour leur parler de moi au-delà de quelques détails, tu vois, ce qui est normal. Oui, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre dans cette relation. Il y a un déséquilibre fondamental dans la relation de journaliste à ses sources, ne serait-ce par rapport à la connaissance de l'autre, mais je pense que parfois, je me dis qu'il y a des parallèles entre un rapport entre un psy et son patient et un journaliste, parce que il faut pas que la personne en face ait trop d'éléments pour pas non plus projeter des choses. Enfin,
Voilà, toujours dans la mesure du possible, parce qu'après, je veux dire, il y a plein de choses qui transparaissent de moi quand on me voit, mais voilà, l'essentiel, c'est de mettre la personne à l'aise, de lui donner envie de parler et qu'elle nous fasse confiance, et aussi de discuter des contours de l'entretien, par exemple, où est-ce que son histoire elle va aller, est-ce qu'elle va relire, ce genre de choses. Ouais. Est-ce que on rentre dans le sujet ou est-ce qu'on... parce que là, on a beaucoup parlé de comment tu avais travaillé, etc. Est-ce que vous avez envie de savoir des choses? T'inquiète, je surveille l'heure. Est-ce que vous avez envie de savoir des choses sur plutôt les conclusions auxquelles tu es arrivé, sur le travail que tu as fait, que ce soit les auteurs, flashback on termine à 22h30. Eh ben, je suis encore dans les temps, hein, excusez-moi. Hein. En fait, il faudrait que vous puissiez parler les personnes qui regardaient. À l'oral, tu veux dire? Mais oui, il faudrait qu'on m'entende, c'est bizarre. Tu voudrais faire carrément une radio libre. Je l'avais fait à un moment donné, mais c'est pas évident, quoi. Voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? Alors, vous n'êtes pas obligé de poser des questions sur le travail journalistique, même si c'est l'idée. Mais est-ce que vous avez envie de vous poser des questions sur les auteurs, sur les enfants, sur la prise en charge par la justice, sur les mécanismes des violences, etc. Parce qu'on peut dire maintenant que parce que j'imagine que la plupart des entretiens de promotion que tu as, c'est sur le contenu de ton livre. Et moi, je te pose des questions que sur la méthode. Non, mais j'aime bien Marine parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes questions. Ah, peut-être parler de l'expérience dans le foyer pour agresseurs. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi, je me souviens, alors ça, pour le coup, on se connaissait déjà à l'époque. Et tu avais carrément pris... un Airbnb dans la ville. Ouais, en fait, Arras, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de logements pour du moyen terme. Et du coup, les Airbnb étaient hyper chers. J'avais fini par négocier avec une propriétaire de Airbnb pour avoir un loyer normal. Ouais. Enfin, un peu plus cher qu'un logement, mais bon, c'était un logement meublé, etc. Ouais, par exemple, dans les trucs pratiques du reportage, où j'allais pas payer 1 500 € pour un mois à Arras pour louer un studio. Enfin, c'était hors de question. Mais il n'y avait pas de location à mi-terme. Non, bon, bref, tu as passé un mois, tu as vraiment été... Oui, un peu plus d'un mois. En fait, j'ai passé 5 semaines. En fait, c'est le directeur du centre qui se charge de la responsabilisation, le centre Clotaire, que j'avais appelé quand je faisais le livre parce que j'avais déjà fait un reportage à Arras. J'avais déjà travaillé sur les auteurs de violences conjugales pour des reportages pour l'Obs et Libé. Et en fait, c'est lui qui m'a dit venez pour un stage en son intégralité. Parce qu'en fait, et ça peut se comprendre, normalement, les journalistes venaient que pour la journée d'accueil. Mais par contre, faire des allers-retours, etc. En fait, soit tu fais partie du groupe de responsabilisation et tu es là tous les soirs, soit tu viens que le premier jour, mais tu reviens pas après parce qu'en fait, ta présence, soit tu fais partie du groupe, soit tu fais pas partie du groupe. Mais le problème étant que si tu restes pas, tu vas pas voir l'évolution, tu vas pas voir comment ça va au-delà du premier jour. Quoi. Oui, après tu peux avoir d'autres choses avec parce qu'il y a aussi un foyer d'hébergement. Trop mignon ce petit chat. Il se réveille. Il se réveille et s'étire et se rallonge dans une position, je pense. Où je les suis au quotidien, mais non. Et en fait, c'est lui qui m'a donné accès à ce groupe de responsabilisation aussi, parce qu'évidemment, la psychologue qui les encadrait, Frédéric de Rancier, elle était d'accord pour ma présence. Ouais. Elle m'a fait rire à la fin, parce qu'elle m'a fait, tu sais, Lorraine, en fait, je te connaissais pas, et du coup, je me suis demandé, oh là là, j'espère qu'on va bien s'entendre, parce qu'on va être 5 semaines en tête-à-tête. Ouais, tu m'étonnes. Ben oui, voilà. De ouf. Hein. Ouais. C'est toujours le truc aussi quand on arrive dans un reportage. Non, mais elle savait pas, voilà. Il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est dur de voir que les agresseurs sont des personnes pour qui on peut ressentir de la sympathie ou de la complicité? Non, je pense que c'est hyper important parce que justement, c'est ce qu'on dit par rapport à la figure du monstre. En fait, il faut comprendre pour lutter contre. Le problème des violences conjugales, l'un des gros problèmes, c'est la récidive, c'est-à-dire que ces hommes font souvent plusieurs victimes dans leur parcours de vie et qu'en fait, la condamnation, ça ne résout pas, ça n'enraye pas la récidive, bien au contraire, ça semble l'accentuer selon les chiffres. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme d'inversion de la culpabilité qui est au cœur des violences conjugales où les victimes vont se culpabiliser et les auteurs se victimisent, c'est-à-dire que surtout les rares à être pris dans les mailles du filet de la justice, ils se disent « Oh là là, elle l'a bien cherché, c'est pas possible, c'est exagéré, c'est aller trop loin cette histoire, etc. » Ou elle est bien contente. Ouais, elle a gagné, ouais, voilà, ouais, elle a gagné, ouais.
Et donc, c'est pour ça que ces dispositifs de responsabilisation, ils sont importants. Celui dans lequel je suis allée à Arras, il a servi de modèle pour le développement d'une trentaine de centres similaires ailleurs en France. C'était l'une des décisions du Grenelle sur les violences conjugales. Et donc moi j'ai fait ce stage et ouais c'était hyper intéressant parce qu'il y a quand même une évolution, il y a un effet miroir qui se joue entre les hommes. Moi en fait c'est bien le problème, en fait c'est que c'est tout le monde potentiellement un autre... Enfin, c'est monsieur tout le monde l'auteur de violences conjugales. Donc en fait parmi ça il y a des hommes qui sont très sympas, il y a des hommes qui sont infects. Et en fait, ça n'a pas de lien avec le recours à la violence. Si c'était aussi facile de détecter un auteur de violence conjugale, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et d'ailleurs, eux-mêmes, la plupart ne s'envisagent pas comme auteurs de violence conjugale, mis à part le risque de condamnation, c'est-à-dire qu'ils se disaient « Ok, si jamais je suis condamnée, c'est que j'ai été auteur de violence conjugale. » Et c'est important de les comprendre pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Il y en a même un qui dit à un moment donné, j'espère qu'on va pas me mettre dans le lot des statistiques nationales et tout. Et qu'on c'est au début du stage. Voilà, et qu'on va prendre en compte le contexte. Parce que du coup, moi, c'est pas pareil, quoi. Oui, bah, il a un contexte, effectivement. Un contexte de séparation où il a violenté sa compagne qui peut-être... après, moi, j'ai que son... Mais qui est donc un contexte hyper classique. Des violences conjugales. De harcèlement, voilà, sauf qu'il aurait pu décider de partir du domicile avant ou de se dire il y a ce risque et il faut que je parte. Ishnak a dit, j'imagine que tu t'attendais à beaucoup de choses pas chouettes, mais est-ce qu'il y a quand même un truc, même en étant déjà bien renseigné, qui t'a quand même choqué ? Ah oui, c'est une bonne question. C'est la légèreté. En fait, c'est un chapitre qui questionne beaucoup et je pense que ça participe aussi au climat de fascination sur la figure du bourreau, du criminel, etc. Et que du coup, personne n'a envie d'être victime. Et moi, je le redis, mais les héroïnes de mon livre, c'est les victimes. Et je pense que c'est elles dont il faut honorer la mémoire, etc. Et qu'il faut lutter contre cette fascination pour la figure du bourreau. Mais du coup, ces auteurs, vu qu'on me pose beaucoup de questions, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile de travailler du côté des auteurs de violences conjugales, j'ai trouvé, en tout cas ceux qui sont au début du parcours, parce qu'ils ne sont pas responsabilisés et il y a une forme de légèreté quand ils parlent de violence, etc. Il faut vraiment aller chercher dans les détails pour comprendre c'est les situations qu'ils décrivent ou voilà. Alors que les survivantes et les familles, eux, c'est tout l'inverse de la légèreté, c'est ça que tu disais. Oui. C'est en fait, on aura gagné quand eux, ils supporteront un peu plus du poids de la gravité de ce qu'ils ont commis. L'inverse de la légèreté, c'est la responsabilité, je pense, la responsabilisation. Ouais. Et que du coup, ça offrira un peu plus de légèreté pour le coup. Parce qu'effectivement, ils en rigolent presque un peu ensemble, quoi. Ils sont complices au début. Pas tous, enfin quand même, ils sortent. Pas tous, évidemment, c'est pas non plus évident. Enfin, je veux dire, voilà, c'est aussi... mais en tout cas, oui, c'est notamment l'exemple d'un homme dans le livre où il me raconte qu'il menace de mort. Bon, lui, c'était un cas assez particulier parmi les autres auteurs, mais il me raconte qu'il disait à sa femme dors d'un œil, sinon je vais te planter. Il me dit ça en rigolant. Enfin, en fait, ça fait peur, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu espères que la parution du livre résonnera auprès des médias quant à la façon dont sont traités les féminicides ? Il y a eu quand même beaucoup de choses du côté des médias qui ont évolué. Je pense que l'une des choses qui est présente dans le livre, c'est la question du devenir des orphelins, orphelines et de ce qui est fait pour accompagner les familles ou ce qui n'est pas fait. Et il y a notamment l'Union nationale des familles de victimes de féminicide qui discute en ce moment avec des sénateurs pour réfléchir à un statut pour les orphelins, orphelines, qui impliquerait notamment un soutien financier pour des bourses, en fait, pour les études, etc. C'est quelque chose, c'est une situation que j'ai décrite quand j'ai retrouvé la fille de Géraldine Soyer, qui est devenue étudiante. Et en fait, c'est le féminicide, il y a le meurtre, mais pour l'entourage, il y a un enchaînement de conséquences qui dure toute une vie, avec évidemment le deuil, les conséquences du psychotrauma, etc. Mais il y a aussi beaucoup de conséquences administratives, financières. Par exemple aussi pour les droits de garde pour les enfants, il y a pas mal d'affaires où encore 5 ans après c'est pas encore réglé parce que cette la lenteur de la justice elle se fait aussi sentir à ce niveau-là. Cette jeune fille dont tu parlais, elle s'était retrouvée même privée de bourse parce que
en fait, elle vivait chez sa grand-mère, on estimait que sa grand-mère gagnait trop, Oui, que par ailleurs, elle avait peut-être qu'elle touché un gagne. fonds d'indemnisation des victimes. Non, ça n'a pas de lien. Ça parce n'a que... pas de lien. Ok. Non, mais c'est plus que oui, sa grand-mère, elle a peut-être une retraite honorable, mais bon, enfin, c'est sa retraite de grand-mère. Déjà, elle soutient financièrement ses 2 petites filles. Enfin, voilà, elle a perdu sa mère. Peut-être que c'est qui en plus était passé à la gendarmerie et il y a eu le signalement sur les fusils de chasse et rien n'avait été fait. Peut-être que c'est quelque chose à envisager, une forme de compensation financière. Enfin, pas compensation, c'est pas le terme, parce que ça peut pas être une compensation, mais en tout cas... Comme des pupilles de l'État. Un Tu soutien, dis que les enfants de victimes de terroristes, etc., ils ont ce soutien pour leurs études, pour subvenir à leurs besoins, etc. Oui. Tu dis aussi qu'il y a des familles qui doivent eux-mêmes nettoyer la scène de crime. Des trucs qui sont d'une violence symbolique énorme, quoi. Ouais, enfin, ça rajoute au trauma, là. Ouais. Oui, pour le coup. Oui, c'est pas que symbolique, ouais. Coucou mon cœur. Je vois bien que tu te rapproches. Alors, grosse question sur les tribunaux. Est-ce que tu pourrais bosser... Parce que oui, Harry Wald a filé ton bouquin à un vice-procureur en disant comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à améliorer la prise en charge dans les tribunaux où les acteurs sont partis des travaux sur les féminicides, les violences sexuelles pour nourrir... les violences sexuelles pour nourrir leur action. Je me pose la question parce que ça m'a frappé quand j'ai vu un procès de violence où il y avait peu de preuves. Je me rappelle encore de la phrase du proc, on juge à la preuve, pas à l'émotion. Je me suis demandé comment on jugeait ces cas-là. Le procès que je décris dans le livre, c'est un procès aux assises, donc suite à un meurtre. Il y a quand même le terme de féminicide et surtout la lecture que ça implique, parce que c'est pas juste un terme, c'est aussi une approche qui était présente dans les mots de la magistrate, notamment de l'avocate générale, qui dit voilà, aucune femme devrait avoir peur et de dire voilà, enfin c'est elle d'ailleurs qui avait aussi parlé de la figure du monstre en disant que c'était pas une monstre, mais que un monstre, ce meurtrier de ses lois, mais qu'aucune femme devrait plus jamais avoir peur pour sa vie. Et il y a eu une généralisation du terme de féminicide dans les tribunaux. Ça, c'est important. Après, je pense qu'il faut former aussi à la nature des violences conjugales, c'est-à-dire que c'est pas que des violences physiques, mais que c'est un climat, un environnement de contrôle de l'autre qui passe d'ailleurs parfois jamais par de la violence physique. Oui, parfois, il y a un nombre non négligeable de femmes victimes de féminicide où il n'y avait pas de violence physique antérieure. Après, on peut jamais... Enfin, voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de traces, voilà. Et... Merci pour la reformulation de toutes nos questions qui sortent toutes tordues dans nos têtes. On dirait moi quand je parle. Bref. Oui, en fait, donc dans le livre, il y a aussi c'est aussi une partie de réflexion sur la nature des violences conjugales. En France, on axe beaucoup ça sur les violences physiques. Et j'aime bien les travaux d'un chercheur américain états-unien qui s'appelle Ivan Stark et qui développe la notion de contrôle coercitif et qui explique que c'est comme si la victime, elle était enfermée dans une cage. Les barreaux peuvent être plantés en quelques mois ou en plusieurs années. La victime n'a pas conscience en fait qu'elle est en train d'être enfermée dans une cage et parfois, en général, l'homme qui enferme dans cette cage n'a pas forcément non plus conscience parce qu'il y a aussi tout le climat sociétal qui fait que, par exemple, il peut gagner plus et du coup, il va exercer des pressions financières. Il y a aussi le contrôle sur la nourriture, c'est hyper fréquent. Le contrôle vestimentaire, c'est des stratégies de micro-régulation du quotidien dont je parle dans le livre à travers quelques témoignages de survivantes. Par exemple, une dame qui me dit que quand elle partait de chez elle, son conjoint lui coupait le gaz et comme ça, elle vivait dans une maison gelée et elle lavait ses enfants à l'eau de la bouilloire. Et elle qui raconte... elle faisait chauffer l'eau du bain avec la bouilloire. Elle, pendant longtemps, pas de violence physique, voire pas de violence physique du tout, je me souviens pas. Au moment de la séparation, au moment de la séparation. 2 fois, oui. Mais sinon, c'est des années de ce genre de violence. Oui, c'est des femmes qui sont détruites psychologiquement et en fait, il n'y a pas besoin de lever la main sur quelqu'un pour la briser. C'est assez important d'ailleurs. On parle beaucoup d'emprise en France, dans le monde francophone en général. Quand on va parler aux chercheurs, aux chercheuses, c'est vrai qu'ils s'attachent plus souvent à cette notion de contrôle coercitif parce que c'est souvent ce qui définit pour eux les violences conjugales plus que le fait qu'il y ait physiquement des violences, c'est cette mise en place d'un contrôle total et d'un enfermement psychologique. Tu parles des barreaux d'une cage, voilà. Ensuite, alors ça c'est un peu une question floue de Gilouloun, mais comment on fait pour décanter les infos et la mise concrète en mots, etc. Moi ? Ouais.
Bah ouais, toi, ouais. Ah, eh bien, Par ça rapport prend... au processus d'écriture. Ah, ça prend du temps. Bah ouais. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est quand même un entraînement Ah, bah, de ce que je journaliste fais, aussi, c'est quoi. que du coup, quand je rentre, déjà, quand j'enregistre la plupart des entretiens, parce que c'est des entretiens qui durent longtemps, du coup, je mets les notes j'écoute les entretiens au bureau, je les note sur mon ordinateur. Comme ça, je les ai au propre. Et du coup, ça me permet de réécouter tout. Et après, en fait, je me dis, OK, il y a ça qui est intéressant, ça qui est intéressant, ça qui est intéressant. Ça, c'est hyper important. Et du coup, souvent, ce que je fais, c'est une sorte de mind mapping sur une feuille blanche où je dis, OK, il y a tel truc, tel truc, tel truc. Et après, donc ça, c'est plus pour les éléments de fond. Et après, il faut que je le mêle à la narration, c'est-à-dire à comment je vais raconter cette histoire, c'est-à-dire il y a telle scène de reportage ou tel témoignage qui permettent d'amorcer. Et du coup, en fait, en gros, c'est un peu le fond et la forme que j'essaye de réconcilier pour créer une avancée logique. Tiens, il y a une jolie question. Est-ce que tu as ressenti un peu plus de légèreté chez les survivantes après les jugements, quand il y a des condamnations ? Tu parlais de Magali. Ouais, en fait, Magali, le procès, bah oui, parce que maintenant, elle sait qu'il est en prison pour au moins 10 ans. Enfin, il a été condamné à 23 ans, mais dont 10 non... Enfin, sur... Intervalle régulier. Non, en fait, c'est une personne qui répond. Ok, d'accord. Il dit j'ai conseillé le bouquin à un vice-proc. La personne dit mais lui conseille pas, achète-lui. Il dit je peux pas bon parce réflexe, qu'il est loin. merci. Mais je peux lui demander à intervalles réguliers s'il l'a lu, quoi. Ouais, donc elle va mieux, quoi. Le savoir en prison, ça l'a fait se sentir quand même mieux. Ah bah oui, hein, Magali, elle est pas du tout dans un truc de justice restaurative non. Bah non, elle m'a même lui... dit que elle pense comme aux États-Unis, prison à perpétuité, etc. Oui, c'est ça aussi. En plus, on est sur un cas particulier, enfin un cas qui, de ce que tu décris, se prêterait peu pour le coup à la responsabilisation et à la justice restaurative. Je pense, oui, il a été reconnu comme une personnalité psychopathique par les experts au moment du procès. C'est un multirécidiviste des violences conjugales, etc. Ce qui est pour le coup pas du tout une majorité. Ouais, il a déjà tiré à balles réelles à côté de Magali. Il y avait leur bébé sur le canapé. Mais non, tu me dis qu'elle l'avait dans les bras. Enfin, je crois dans le livre que tu racontes qu'elle l'avait dans les bras à ce moment-là. Ok, et qu'elle le pose avant de se. Enfin, qu'elle a le réflexe de le mettre dans son lit. Tu as bien lu le livre, Marine. Merci. Hein. Ah oui, alors juste une personne qui demande qu'est-ce que quand t'entends par le contrôle de la nourriture, est-ce que c'est quand l'auteur critique les repas préparés par la victime ? Oui, par exemple, mais en fait c'est tout, c'est forcer l'autre à faire un repas, c'est enfin en fait c'est que c'est un truc qui s'inscrit dans un contexte avec beaucoup d'autres choses, mais par exemple Magali dont je parle, elle me dit que l'une des situations qu'il a le plus atteinte dans son intégrité en tant que personne humaine, c'est une fois où il est rentré qu'il a forcé à faire cuire un steak. Et en fait, c'est vraiment le diable, entre guillemets, désolée pour la référence, mais ouais, de ça. Et en fait, c'est pour ça que ces entretiens, c'est des entretiens qui durent des heures et des heures. Bah ouais. Est-ce que tu as remarqué des modus operandi quant à nos agresseurs ? Bah, je crois que c'est toujours le même modus operandi presque. Le harcèlement ? Ouais. Oui. C'est la mise en place de l'emprise, du contrôle coercitif, c'est presque toujours la même. Enfin, on retrouve tout le temps les mêmes schémas. Oui, c'est pour le modus pour les meurtriers, c'est le contexte de séparation. Oui. Ça se fait beaucoup. Enfin, la période la plus à risque, c'est dans un laps de temps de 6 mois suivant la séparation. S'il y a du harcèlement, chantage au suicide, c'est extrêmement préoccupant, ce genre de choses. On va commencer à conclure, parce que là, je sens que vous avez plein d'autres questions. Il y avait une autre question qui était revenue quand même, qui est plus générale. C'était sur... ça allait avec la question de la subjectivité, du fait d'écrire à la première personne, mais la personne parlait aussi du genre. Est-ce qu'en tant que journaliste femme, qui écrit du point de vue d'une femme, c'est particulier ? Est-ce qu'on te l'a déjà reproché ? Comment c'est perçu ? Ou peut-être on peut élargir au sexisme d'une manière générale dans le milieu. Est-ce que c'est quelque chose que t'as je pense pas. Après, c'est plus qu'il y a les passages personnels qui font écho et que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu dire dans le livre si je m'étais pas entre guillemets mouillée et que j'avais pas assumé qui j'étais. Voilà. Après, peut-être que
et en l'occurrence, je suis une femme et que comme du coup la notion de féminicide, elle fait écho au continuum des violences, que c'est l'acmé de ce continuum puisque de toute façon après la personne elle est morte, ces passages personnels qui sont des mises en récit font écho à certaines formes ou étapes de ce continuum de violence. Tacedo, je me permets de répondre. Est-ce que certaines familles survivantes ont refusé de parler? Oui, tu le dis dans le livre. Bah oui, du coup elles sont pas dans le livre. Oui, mais il y a même un moment où oui, je raconte un peu les coulisses. Tu racontes quelques impasses. Oui. Après, on n'identifie pas. On n'identifie pas, c'est quelques lignes et tu dis bon bah là j'ai essayé, la personne m'a dit non, ou là oui mais elle a annulé au dernier moment et des choses comme ça. Non, c'est trop court, j'ai envie qu'elle nous parle pendant encore des heures. Oula. Et va la suivre sur les réseaux sociaux. Ce que tu fais là en ce moment qui est trop chouette, c'est que tu racontes le procédé d'écriture sur Instagram de Nos Absentes. Oui, parce que j'ai mis mon compte Instagram en public pour la sortie du livre, pour l'accompagner. Puisque c'est un espace important pour la promotion. Mais c'est hyper chouette parce que du coup, il y a plein de posts. Merci, c'est gentil de dire que je parle comme j'écris. Et du coup, pour conclure, moi, mes questions, c'était un petit peu l'avenir, quoi. Est-ce que tu as toujours fait que de l'écrit? Parce que là, tu te mets à faire du podcast, justement, en ce moment. Est-ce que c'est la première fois? Oui, j'ai jamais. Mais non, mais en fait, moi, ce projet, il m'a quand même beaucoup mobilisé de temps. Oui, je sais. Il y a ma jeunesse là-dedans. C'est très bizarre. Il y a ma jeunesse. Non, mais clairement. Genre, exactement. Regarde comme ils ont bien révisé. Ah ouais, vous avez bien révisé. Oui, si, je fais ce podcast avec Binge et l'Institut du genre du CNRS. Donc, c'est interview de chercheurs une fois par mois. Vous pouvez l'écouter sur Apple Podcast et ailleurs, d'ailleurs. Ouais. C'est juste que j'écoute sur Apple. Et oui, peut-être que j'ai un projet en ce moment de développement d'une enquête sonore avec Pauline, justement. Oui, c'est vrai, exact. Ouais. Voilà, mais du coup, c'est des projets qui vont prendre... C'est de l'enquête, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est vrai que ce serait bien si jamais il sortait à la rentrée prochaine. Ce serait une série d'enquêtes sonores. C'est un média qui te plaît, le sonore, du coup? Parce que c'est la première fois là que tu vas sur autre chose que de l'écrit. Tu fais de la photo aussi, on en a peu parlé, mais tu fais de la photo aussi. Ouais. J'adore l'image. Ouais. Oui, c'est un peu différent, mais je pense que comme j'écoute plein de radios, c'est bien aussi de varier les formats. Merci beaucoup, c'était super riche et intéressant. Merci à vous. Et moi, la dernière question, c'est quoi les projets en cours? Du coup, c'est quoi des reportages, mais je peux pas trop en parler. J'ai juste dit que j'aimerais bien la Ciudad Juárez, ça je l'ai dit. Mais après, le reste, j'ai un truc un peu où je dis pas jusqu'à ce que ça soit fait. Eh ben oui, en plus, à fortiori, quand on est indépendant, on essaye d'éviter de trop vendre les trucs en amont ou d'en parler en amont, quoi. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que tu as envie de repartir sur le terrain? Oui. J'ai l'impression, après pas mal d'années d'écriture, enfin de mois d'écriture à minima. Oui, après, c'était du terrain aussi. Je suis allée à Arras, j'ai fait d'autres reportages, mais oui, là, j'aimerais bien repartir sur ça, du grand reportage. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce livre? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour tout? D'ailleurs, avez-vous vu, les amis, qu'un passage a été lu à l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion pour... allouer une aide financière. Mais allouer une aide financière aux femmes au moment où elles partent, donc avant une quelconque condamnation, etc., pour les aider. Donc, pour leur permettre de partir, oui. Débloquer une somme d'urgence. Après, c'est pas encore passé en décret d'application. Mais c'est passé au Sénat? Ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il reste encore le Sénat, non? Ou c'était déjà passé au Sénat? C'est... il me semblait qu'il fallait maintenant que ce soit voté en décret d'application. D'accord, ok. Bon. C'est vraiment un ouvrage d'intérêt général. Merci beaucoup pour tout ce travail. Merci. N'hésitez pas à le partager. Moi, ce que je voudrais, c'est que le livre trouve son lectorat, qu'il existe aussi chez les lecteurs et les lectrices. Tu le dis dedans, d'ailleurs. Oui. J'aime bien quand les personnes m'envoient des messages sur les réseaux sociaux pour me dire qu'elles l'ont lu, qui me font des petits retours. En général, je dis merci, etc. Mais on ne peut pas comprendre que ça me fait hyper plaisir juste avec un merci. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'il y ait ce débat pour les orphelins, orphelines. Je pense que ça peut être faisable. Je pense que c'est ce que j'ai vu le plus abouti sur la question de ton livre. Et je me suis dit, putain, on n'en parle jamais de ces enfants pour qui, non seulement ils ont perdu leur mère, et parfois leur père quand il y a eu un suicide, mais en plus ils sont ballottés dans des galères administratives. Oui, c'est des conséquences à long terme. C'est vraiment une triple peine, quadruple peine. C'était beau et fort, et j'ai même pas fait de calembour. Et je vous en remercie.
Vous avez été très sage et très concentré, c'est super. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est signifiant que ce soit fait, qu'elle a été faite cette intervention à l'Assemblée nationale, carrément. Impatient que ma librairie m'envoie le SMS qu'il est arrivé. Ah, super, merci. C'est trop chouette. Choco. Eh bien écoutez les amis, il est 22h44. Waouh. Donc on a plutôt bien tenu notre timing. Merci d'avoir été là, c'était chouette. Vous avez 1 minute exactement si vous avez une dernière question. Et sinon, on va vous faire des bisous. Et puis moi... Alors, dis où est-ce qu'on peut te suivre? Attends, on va mettre tes réseaux sociaux dans le chat. Sur Instagram. C'est quoi? C'est Lorraine Descartes? Ouais. T'es pas trop sur Twitter, ça? Si, là, pour la promo, mais j'aime pas Twitter. Non, on est sage. C'est vrai, c'est bien, bravo. Donc voilà, vous pouvez aller sur Insta et suivre Lorraine Descartes. Merci beaucoup à vous, c'était super. T'es vachement en avance par rapport au retard prévu. Quand j'ai des invités, je suis en avance. Et quand c'est pas au matin, à midi, je suis en avance. Et oui, et pour rappel, donc on se retrouve tous les lundis. Je ne sais pas encore qui sera la prochaine Journal Up à passer ici, car je ne suis pas du tout organisée, n'est-ce pas? Lundi midi prochain, revue de presse comme d'habitude. Et demain soir, je suis avec Usul et Klitsch Norris sur Piquet de Stream. Vous savez, Piquet de Stream qui recueille des dons pour les caisses de grève, pour soutenir le mouvement actuellement. Tu as fait une faute à mon prénom. Ah non. Non, je crois pas. Et j'y serai à 20h. Si ça vous intéresse, ça sera... Je trouve que c'est un sujet cool, la joie dans le militantisme. Voilà, super format. Je suis contente que ça vous ait plu. Attention, moi je me glisse. J'ai hâte de voir ton dialogue avec Usul. Ouais, moi il faut que je révise quoi. N'oublie pas le tweet à YouTube. Ah oui, putain. J'oublie pas, je fais ça demain. Attention, je passe. Super la pause. Je passe faire un raid, d'accord? Demain à 20h. C'est un deal. Je vais vous envoyer chez au Piquet de Stream, on a dit, hein, comme le gros plan, c'est ravissant. Je vais faire une photo. Voilà. Tac, tac. C'est où? Ah ils sont pas en live? Il y a personne sur le Piquet? Il est quelle heure? Il est 23h, c'est bizarre. Cheese. Si, ils sont en live. Qu'est-ce qu'ils me font? Bon, je vous envoie là-bas. Tac. Et on continuera tant que le mouvement continuera, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais des bisous. On vous fait des bisous. On se retrouve lundi prochain. Mardi pour celles et ceux qui veulent. En manif pour celles et ceux qui veulent. Demain. Et puis, à très vite. Merci beaucoup, Lorraine. Merci pour l'invitation, Marine, et merci à vous pour vos super questions. Gros bisous, les amis. Au revoir. Et je vous envoie au Piquet de Stream.